Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour l'épisode Actu, le Restons Connectés numéro 46. Petite semaine avec des actus non actus où on sent que voilà, il y a eu des articles qui ont été faits sur pas grand chose, type tiens, si je prends un exemple comme ça, José Aldo a plusieurs propositions à part l'UFC financièrement très intéressantes, et puis tu lis l'article et puis tu te rends compte qu'en fait il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas d'écrit de proposition. Donc, en fait, voilà, tu as fait un article, c'est bien, c'est sympa, mais voilà. Donc, on a essayé quand même dans tout ça de récupérer des points, de récupérer des suites de dossiers, de parler un peu de grappling, de parler un peu de MMA. On a une question auditeur aussi sur le jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. On va essayer de parler un peu tous les deux, hein, parce que j'ai aussi, oui, tu sais, parce qu'on va commencer sur un premier point polémique, mais tu as vu aussi le commentaire qui dit comme quoi on est soporifique et que tu dors, enfin moi je parle et toi tu dors, enfin tu écoutes ou tu dors mais tu réponds pas trop. Putain, je me suis fait cramer. Et tu t'es fait craper. Merde. Non, j'avais pas vu. Avant on ne te voyait pas quand on était qu'en audio, maintenant qu'on est en vidéo, faut que tu fasses gaffe aussi. Merde, mais c'est pour ça que je mettais pas de lumière avant. Mais On c'est pour voyait ça, pas. c'est pour ça qu'il dort, c'est pas qu'il dort, c'est juste que, vous voyez pas que c'est un Chinois d'Algérie. D'Algérie. Il a les yeux bridés, c'est tout. C'est comme ça. Il dort pas, il a les yeux ouverts, sauf que ça se voit pas beaucoup. C'est tout. C'est Ils comme sont ça. grands ouverts. Donc visiblement, on n'est pas assez dynamique. Alors, je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse. Soit il faut qu'on fasse des saltos pendant qu'on parle, soit il faut que je parle à la vitesse d'Eminem quand je parle comme ça. Il faudrait que je parle avec du rap et que toi tu réponds et qu'on fasse un clash. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été une semaine éprouvante pour nous. Éprouvante. Le dernier épisode actu, il y a eu de la bagarre sur les réseaux, il y a eu de la bagarre sur YouTube, et moi j'adore ça. J'adore débattre et j'adore la bagarre. Et on va commencer avec un petit retour sur la polémique Makhachev. Parce que c'est vrai qu'on nous dit qu'on déteste, enfin on nous dit, non, peu de gens nous le disent, mais il y en a certains qui arrivent à le dire quand même, qu'on fait un lien entre le fait qu'on ait débattu de John Jones qui pourrait affronter Pereira avec le fait qu'on est moins dur avec John Jones par rapport à Makhachev. Et donc, ça me prouve que on déteste le clan Khabib parce qu'on est des haineux. En fait, si on n'aime pas Makhachev, c'est parce qu'en soi, on est des haineux du clan Khabib. Habib. Enfin, c'est un vestige de la haine de Khabib qui est transféré sur Makhachev. Et donc, voilà. Et donc, on ne l'aime pas. Et donc, c'est pour ça qu'on le critique. Et voilà. Et il y a peut-être quelque chose de caché en dessous. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ne disent pas quoi. Peut-être on est raciste et daguestanais, je sais pas. Ça doit être ça. Ils n'ont pas peur de le dire. Peut-être qu'on est jaloux de leur barbe, parce que peut-être la nôtre elle est peut-être pas assez fournie, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est pas ça. Je pense que Non, c'est. non, c'est pas ça. Oh, ils auraient osé le dire, sinon ils l'auraient marqué, tu vois, ils auraient été jusqu'au bout de l'affirmation. Donc visiblement, on manque d'honnêteté. On manque d'honnêteté sur Makhachev. Peut-être. Ou peut-être pas. On va s'expliquer. Visiblement, on est plus indulgent sur Jones. Mais voilà, attention, on donne son avis sur le fait qu'il va combattre contre Pereira, que c'est un combat qui, pour moi en tout cas, est un combat intéressant. On sort du côté. S'il avait écouté le podcast correctement, tu as dit, Bah, j'étais pas pour, moi. ben voilà. Et surtout, tu as dit que sportivement, c'était plus intéressant. Mais enfin, même pas. Non, tu disais que toi, tu voulais Miocic et puis c'était fini et qu'on ne parlait même pas de Spinal, qu'après la KT des lourds reprenait sa vie et puis reprenait une vie normale. Une vie normale d'ailleurs qui est entachée depuis longtemps parce que c'est vrai que Jinko d'Autriche a dit à juste titre que, en commentaire, qu'avant cette polémique-là, avant la blessure de John Jones, eh ben, on a eu des années de KT bloquées par Miocic, de Cormier 1, 2, 3. Donc c'est Ouais. vrai, combat par an. Après, on a eu Ngannou qui, l'UFC voulait pas le faire combattre, donc ça tardait à organiser des combats. C'est vrai que cette KT, elle est bloquée depuis un moment. Eh oui, eh oui, eh oui. Et puis quand on dit que Jones a refusé Ngannou, alors c'est vrai, peut-être que, enfin, refusé a eu peur d'Ngannou. Alors ça, on va parler aussi de la peur des combattants. Enfin, j'aime bien ce sujet-là. C'est des combattants qui chient dessus. J'aime beaucoup ce sujet. Donc, on dit on m'a dit dans le commentaire que Jones s'est chié dessus et ne voulait pas affronter dans un premier temps Ngannou. Puis ensuite, il refuse Aspinal. Mais en vrai, quand tu te souviens de la situation, le blocage, il venait des deux côtés. Parce qu'il y avait déjà une problématique d'accord financier des deux côtés. Tu avais alors Jones qui voulait assez d'argent pour affronter la terreur qui est Ngannou. Pourquoi pas? Il voulait être respecté, lui, à sa juste valeur et que ce combat soit respecté à sa juste valeur. Mais Ngannou, c'était la même chose de son côté. Il n'avait pas signé le contrat.
Lui, il était dans une guerre et bah, qui l'a conduit à quitter l'UFC justement déjà à cette époque-là, où il voulait plus de reconnaissance des combattants, il voulait des salaires surélevés, il voulait que les combattants aient une représentation Un justement syndicat, genre. voilà, syndicale. Donc il y avait des blocages des deux côtés. Est-ce que l'un a eu peur de l'autre ou l'autre a eu peur de l'un? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En fait, En fait, disons que le combat contre Ngannou pour Jones, c'était un des combats les plus risqués. Donc, tu négocies à la hausse. bien sûr, quitte à perdre ta legacy, quitte à perdre ton zéro, tu vois, bah, tu essaies au moins d'en tirer quelque chose, d'en tirer un avantage. Et là, pour le coup, c'est un avantage financier. Bon, maintenant, est-ce qu'ils ont peur l'un de l'autre? Non, je pense pas. Je pense pas. Enfin, tu sais, parlons déjà de la peur, là, parce qu'on m'en a parlé de la peur de là. Il y a quelqu'un aussi qui m'a dit, oui, pour Holloway, tu sais, ça voudrait dire que Makhachev a peur d'Holloway. Non, dis pas que les combattants, ils ont peur. En aucun cas. Tu ne te lèves pas le matin pour t'entraîner, pour aller dans une cage, affronter des adversaires qui peuvent te mettre KO, qui peuvent te soumettre, qui peuvent faire tout devant des millions de personnes, si tu es quelqu'un T'as qui a peur. Ah oui, ils ont peur de personne. bien sûr. Après, qu'il y ait une gestion de carrière, c'est autre chose. C'est pas de la peur, c'est de la gestion de carrière. C'est-à-dire que tu fais des choix qui, qui vont nourrir ta legacy. C'est surtout ça, en fait. C'est de par tes choix, de par ton management, de par les négociations, de par tout ça, que ta legacy va se nourrir petit à petit. C'est vraiment ça. Donc, on est loin d'avoir peur. On nous a fait le reproche aussi. Alors, on a été trop gentil avec John Jones parce qu'à l'époque, quand il a saboté un événement en ne combattant pas contre Sonnen, on n'a rien dit. Alors, C'était il y a combien de temps? le podcast, il n'existait pas à cette époque-là. Et s'il existait, en tout cas, on ne parlait pas de l'UFC. Donc, je veux bien Non, revenir non, il sur. n'existait pas, hein. Il n'existait pas. Oui, oui. Non, mais je sais bien, mais tu vois, si on veut revenir sur toutes les polémiques depuis l'UFC 1, tu vois, on peut. Alors là, des exemples comme ça, on peut en trouver plein, hein. Mais vous avez rien dit pour un tel qui a fait ci, vous avez rien dit pour l'autre qui a fait ça, l'autre qui a refusé ci, l'autre qui avait une écharpe dans le pied, l'autre qui avait. Mais si on n'existait pas, on pouvait pas en parler. Si on avait été là le jour J, le jour de ce combat-là, et qu'il y avait eu vraiment une politique, une polémique sur le sabotage d'un combat ou d'un autre, ou d'une crainte, ben, on en aurait parlé. On en aurait parlé, c'était notre boulot, on l'aurait fait. Mais on ne peut pas nous reprocher, ça montre aussi la qualité des arguments, hein. On peut pas nous reprocher de ne pas avoir parlé d'un événement qui est un événement passé, quoi. Ça y est, c'est bon, allez, on parle de ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, c'est vraiment le truc. Euh, donc, j'ai découvert aussi qu'on était fan de John Jones. Ah, On moi, est- je suis fan de John Jones, oui. Et alors, non, mais que tu sois fan de John Jones, est-ce que tu es fan? Alors, attends, je vais nuancer la chose. Est-ce que tu es fan au point de ne pas être honnête sur John Jones? Non, non, non. Non, non, puisque je critique ses derniers choix, là. Ben voilà. Est-ce que tu détestes Marachev? Pas du tout. Pas du tout. Justement, au point où j'aimerais le voir plus. Merci. Est-ce qu'en fait, là-dessus, est-ce que c'est pas un moyen de respecter, enfin, c'est un bon combattant, comme Khabib l'était à l'époque, qui a des choses à mettre en lumière en termes de technique. En plus, je l'ai dit dans les réponses de commentaires. Moi, personnellement, je m'inspire aussi de sa technique. Tu vois, son judo m'intéresse énormément. Ce mix judo-lutte dans le MMA m'intéresse énormément. Je l'utilise aussi dans le grappling. Vous avez qu'à regarder mon TikTok d'hier, vous verrez. Ah non, c'est pas d'hier, non, c'était ma technique d'hier qui sortira vendredi en TikTok. Bref, passons. Le Non, ju- mais en fait, plus les mecs sont forts, plus on leur en demande. Tu vois, on veut les voir. Moi, je les vois tellement, tellement forts que justement, je veux les voir dans les oppositions les plus difficiles possibles. Ben oui, c'est ça. Et dans des oppositions surtout. Enfin, avant de parler d'oppositions plus difficiles possibles, c'est-à-dire que quand tu es un champion parce que tu te poses pas de questions, parce que tu combats. Enfin, tu vois, les champions qu'on va respecter le plus, justement, bah, même sans parler d'être fan, ça va être John Jones, mais ça va être Georges Saint-Pierre. Tu vois, ça va être des champions comme ça, des champions ça va être Adesanya, tu vois, qui aura affronté tout le monde dans sa catégorie. Tu vois, c'est Mm. des champions comme ça. Ça va être Volkanovski qui a roulé sur toute sa catégorie. Des champions qui ont affronté de la nouvelle génération, l'ancienne génération, qui ont donné des revanches.
qui n'ont pas cherché en fait à faire des calculs de oui, peut-être, attends, mais je sais pas, parce qu'en fait, lui, comment dire, c'est pas un combat intéressant pour moi, je trouve que j'ai pas assez de challenge, je sais pas, je vais peut-être monter, je vais peut-être combattre le mec d'en dessous, mais en fait, on me reproche de combattre le mec d'en dessous, donc en fait, je vais aller chercher le mec d'au-dessus. Non, arrête de faire des calculs, tu prends qui on te propose, et puis c'est tout. Donc, on n'est pas. Moi, personnellement, je suis pas un fan hardcore de John Jones. J'adore le combattant, je respecte sa carrière. J'ai pas de poster de combattant chez moi. C'est-à-dire Non que plus. je suis pas fan au point d'avoir des œillères sur une personne. D'accord? Ça, c'est clair et net. On n'aura jamais d'œillères sur personne. Maintenant, c'est c'est pas pour ça qu'on ne peut pas être d'accord avec, une déclaration d'un combattant ou être contre ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que, euh, comment dire, John Jones, là, par exemple, on en parlera tout à l'heure, son truc de dire genre, il n'y a que les fans anglais, tu sais, qui veulent le combat contre Aspinall, je trouve que c'est une connerie. Je trouve que là, cet angle d'attaque, pour moi, c'est une connerie. Tu vois, que ça Cet argument, il est bidon. cet argument, il est bidon. Donc, on le dit, on le fait, il n'y a pas de problème, on en parlera tout à l'heure. Euh, Ensuite, si vous voulez débattre, allons-y, débattons, mais pour ça, il faut qu'il y ait faut qu'on soit d'accord sur le cadre du débat. On peut dire qu'on n'a pas d'arguments, mais quand on impose des arguments, on répond à côté. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand on dit que Makhachev n'accorde pas de revanche, tu vois? Alors je dis oui, Makhachev, il n'accorde pas de revanche. Il a accordé une revanche à Volkanovski, à Oliveira, ok. Oliveira, il a accordé une revanche parce que voilà, les conditions. Enfin, je dis, il accorde des revanches sous conditions, tu vois, dans le sens où c'était une revanche à Abu Dhabi, alors qu'il l'avait déjà affronté à Abu Dhabi, il n'a pas cherché à l'affronter ailleurs. Qu'il a pris Volkanovski, certes, mais en short notice de 10 jours. On sait que le mec vient du dessous, donc quand tu pars déjà avec un handicap, donc en plus, si tu viens avec un short notice de 10 jours, l'handicap, il est décuplé. Donc, Mhm. donc voilà. Le mec me dit, oui, mais non, il accorde des revanches, soit plus explicite, il accorde des revanches, et il me parle des combats de Poirier, qui va combattre aux États-Unis, il me parle de Volkanovski, qu'il a affronté en Australie. Tu vois, il me dit, voilà, le mec combat pas toujours dans ces conditions, mais là, on parle pas de revanche. Si on parle de revanche, sors-moi des combats qui parlent de revanche. Ne sors pas des combats où c'est des premiers Ah, bah, affronts. parce qu'il n'y en a pas de revanche. Mais voilà. Donc, on peut pas débattre avec des gens qui nous traitent de fans là où eux sont des fanatiques. Tu vois, je rajoute le anatique, tu vois, mais c'est vraiment ça. C'est parce que vous êtes trop fan de Makhachev et de Volkanovski, que je vous racontais, de Khabib, que ça vous touche à ce point-là, en fait. C'est ça le truc. À partir du moment où tu prends le temps d'écouter un podcast de 2 heures pour venir allumer une personne, alors que tu sais très bien, il n'y a pas que ce podcast-là, ça veut dire que les mecs nous écoutent régulièrement, tu vois. Si vraiment tu as un problème avec ça, c'est t'écoutes autre chose. Si tu as un problème avec nous, t'écoutes un autre podcast. Nous, ça ne nous dérange pas. On ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon, donc il n'y a aucun problème. Euh, Va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Deux auditeurs, c'est pas ça qui va changer notre façon de faire, notre façon de voir notre travail. Et puis de toute façon, c'est même pas un travail puisqu'on ne vit pas de ça. Donc Ouais, déjà, déjà, en nous, plus. on fait ça pour le plaisir. Donc, donc bon, c'est comme ça. On nous reproche ça, on nous dit, on nous accuse d'être faussé dans nos dires, on nous dit comme quoi on est faux sur le fait qu'il accorde pas de revanche. En même temps, moi, j'ai plus rien à dire sur ce sujet. Je pense qu'on a été clair depuis longtemps. Ouais, ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Donc si moi, j'ai plus rien à dire, toi, si tu n'as plus rien à dire, on va laisser Marc Non. parler. Parce qu'en fait, c'est lui-même qui le dit. Tu vois, en fait, on nous vient nous donner grief sur des choses qu'on dit, alors que Marachev lui-même le dit. Il dit honnêtement, Max, parce que ah oui, je disais que, enfin, pour l'histoire de Max, tu sais, il a peur de Max. Mhm. Ouais, Poirier est plus dangereux que Max Holloway. Et déjà, ces calculs-là, c'est pas parce que Poirier a battu Max Holloway que Max Holloway n'est pas plus dangereux pour Marachev. Enfin, c'est les styles qui font les combats. Pour moi, il y a match. Quoi qu'il arrive, il y a match. Tu vois? C'est pour le coup, il y a match. Donc il dit honnêtement, Max a un travail à faire dans sa division. Je ne veux pas donner de chance à Max parce que les gens parlent encore du fait que je ne défends ma ceinture que contre attends, pardon, Que contre le mec d'en dessous. pas ma ceinture contre des poids légers. J'ai besoin de vrais prétendants dans ma division. Je veux nettoyer ma division et me battre pour le titre des poids Walter. Donc
On comprend bien que le mec, il dit, il veut pas Max parce que c'est comme Volkanovski, il est monté, voilà, c'est le mec du dessous. J'entends l'argument. Il dit qu'il veut rincer sa division et ensuite monter en welter. Ok, il continue. Mec, qui est le prochain? Maintenant, nous avons Poirier. Après, si je bats Poirier, et après, il y aura Arman. Ok, il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de combat compliqué dans ma division. J'ai besoin de cette deuxième ceinture. Je pense que je la mérite. Mon rêve est d'être double champion. Je n'aime pas cette histoire de combat-revanche. On entend bien la même chose, hein. Je n'aime pas cette histoire de combat-revanche parce que j'ai déjà battu Volkanovski 2 fois. Alors déjà, c'est pas parce que tu as battu Volkanovski 2 fois de la KT du dessous, 10 jours de short notice. Que Voilà, c'est pareil avec tout le monde. exactement. J'ai besoin de nouveaux noms. Dans une revanche, vous n'avez pas la même motivation. Pour de nouveaux noms, vous en avez. Ce sera bien sûr le cas quand je battrai Poirier. Donc, le mec dit qu'il veut rincer sa catégorie, mais en même temps, il dit qu'il n'a pas de challenge dans sa D'opposition. qu'il veut monter de catégorie parce qu'il veut être double champion. Et en même temps, il veut bien accorder des revanches, mais en fait, il n'accorde pas de revanche parce qu'en fait, il n'a pas la même motivation. En fait, le mec dit tout et son contraire à chaque fois. Donc, moi, je veux bien qu'on nous accuse de tout ce que tu veux, mais en même temps, il y a juste à lire ses déclarations pour comprendre que qu'on dit pas des choses fausses, quoi, tout Bah, on simplement. fait que relayer ce qu'il dit lui-même. Oui, tout simplement. Et puis, il n'y a pas d'opposition dans sa catégorie. Un combat contre Tsaroukian aujourd'hui, c'est pas le Tsaroukian d'hier. Donc déjà, il y a une progression des deux côtés. C'est un combat qui n'est pas déconnant, qui peut être fait, qui est intéressant. Mais un combat contre Gamrot, en termes d'opposition, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ouais. Un combat contre Chandler. Chandler, il peut créer la surprise face à n'importe qui. Sur le premier round, Chandler, il peut battre n'importe qui. Et oui. Donc c'est intéressant. Dariush ressort un peu de l'ombre en disant qu'il peut battre Makhachev. C'est un combat intéressant. C'est pas parce qu'il s'est fait éteindre par Tsaroukian sur une erreur, parce que, enfin, une erreur, je ne retire pas du crédit de Tsaroukian d'avoir mis KO Dariush, En fait, mais on ne peut pas juger du niveau de Darius sur ce genre de finition. Et voilà, parce que c'est arrivé comme ça en début de match. Il se fait cueillir sur une droite parce qu'il a esquivé le genou. Donc c'est un beau move de la part de Tsaroukian. Il a mérité sa victoire, mais en tout cas, il ne s'est pas passé assez de choses pour savoir si Tsaroukian allait lui rouler dessus ou pas. Ça, c'est une chose. Fiziev, c'est intéressant. Il va continuer à progresser. Il a une boxe de fou. Bonne takedown defense. Enfin, il a des choses à mettre Il y a du monde, il y a du monde qui arrive. Il y a BSD. Il y a encore Geji, même si on est d'accord, on a toujours dit que Geji sur le dos, c'était une tortue. Mais bon, force est de constater que c'est quand même un nom dans la KT. Donc, il y a match. Et il y a Holloway. Donc, rien que là, déjà, tu as de quoi faire avant même de penser à monter. Quand il dit qu'il n'y a pas de personnes intéressantes, de profils intéressants dans sa Et KT, même c'est sans revanche. Hein. Admettons, il veut même pas faire de revanche. Il y a quand même plein de mecs à affronter sans faire de revanche. bah, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes déjà que tu peux faire. 7 combats que tu peux faire avant de penser à monter. Déjà, pour commencer. Alors après, chacun verra midi à sa porte, chacun pensera que tel combat est intéressant, tel combat n'est pas intéressant, je veux voir ces combats, je veux pas voir ce combat-là. Ok, ça après, il y a débat, ça, il n'y a pas de problème, je débat, il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il arrive, il y a des choses à faire. Il y a une Bah, nouvelle. quand on parle de rincer la KT, ça passe par là. Ben Ça oui, passe par là. T'as 7 noms au moins là à prendre. 7 mecs dangereux. il y a 7 mecs dangereux, des mecs qui vont continuer à progresser, des profils qui sont intéressants, des profils différents, qui t'apportent des choses différentes. Donc, Maintenant, il y a la notion de temps. On sait qu'il n'est pas là pour longtemps. Il le dit lui-même. Je ne sais pas il a quel âge, mais je crois qu'il lui reste environ 2 ans de carrière. Donc, il n'y a pas le temps de prendre ces 7-là. Non, il n'y a pas le temps de prendre ces sets-là, mais pour en prendre quelques-uns et finaliser après avec une. Avec la montée. Moi, franchement, il fait 4-5 défenses, 5 défenses de titre en léger. J'ai aucun problème avec le fait qu'il monte. C'est même très bien. Mais on ne Tout peut à... pas monter en ayant affronté personne, aucun top de sa KT. Le Il a... seul top là, c'est le seul top de la KT qu'il va prendre, c'est Poirier. Ouais, oui, oui, oui. Si tu Parce enlèves. que Volkanovski, je le compte pas, c'est la KT d'en dessous. Même Ah, si c'était son combat le plus dangereux, mais en lightweight, le seul top qu'il prend, c'est Poirier là. il aura pris Oliveira et Poirier. Oliveira, excuse-moi, oui, j'ai oublié Oliveira. Oliveira et Poirier, donc deux. Il a 32 ans. 32 ans, ça va, c'est pas encore trop vieux non plus, hein. Non, non, c'est pas trop vieux. Après, non, mais c'est juste le choix, tu vois. Il avait dit qu'il lui reste 2 ans environ.
Ouais, non, mais ça, après, je suis pas. Moi, ça me choque pas, je m'en fous. Après, il gère sa carrière comme il veut, sur le temps. Enfin, tu vois, il s'arrête quand il veut. Maintenant, voilà. Tu vois, même dans les noms que j'ai cités, j'ai pas recité Oliveira. Tu vois, finalement, la revanche avec Oliveira, tu vois, je suis pas fan de la voir pour l'instant. Pas, non, moi non plus, parce qu'Oliveira, j'ai du mal à le situer, là. C'est ça. Donc il y a pas de souci. Et pourtant, tu vois, on parle de fans de John Jones. Enfin, en tout cas, dans les combattants que j'aime bien, Oliveira, j'aime bien. Tu vois, je pourrais militer en disant, ouais, il refuse, Oliveira, tatati, tatala. Non, Oliveira, pour l'instant, on l'a dit, on a été clair là-dessus. Autant j'y croyais, autant pour l'instant, là, j'attends de voir comment il va se relancer. Parce que pour l'instant, je trouve que sur les profils, et toi, c'est pareil, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, sur les profils lutteurs, il y a une problématique. Il y a une problématique qui est à régler. Donc, le combat contre Gamrot m'intéresse pour voir s'il règle cette problématique. Mais s'il ne la règle pas, il ne touchera plus jamais la ceinture. Ça, c'est sûr, tant que ça sera Makhachev Ouais. ou Tsaroukian. Tsaroukian encore, bon, c'est pas passé loin, mais bon, en tout cas, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Après, si l'argument aussi, tu sais, on m'a dit qu'on pleurnichait. Alors, moi, moi qui ai toujours le sourire sur les podcasts, tu vois, j'étais très heureux de savoir que je pleurnichais, enfin qu'on pleurnichait en tout cas dans ce podcast, sur le fait que, enfin, Makhachev, on lui reproche de monter, là où Khabib, on lui reprochait de ne pas monter, tu vois. C'est deux choses différentes. Je redonne l'argument que j'ai donné, comme ça au moins, tu sais, en fait, pourquoi je fais ça? C'est pas histoire de régler mes comptes, c'est au moins comme ça, c'est dit, et comme ça, j'ai plus besoin de répondre individuellement à des gens, en fait, c'est comme ça. Au moins, tout le monde le sait, donc tout le monde connaît notre point de vue là-dessus, et je pense que, tu me diras si tu es d'accord avec ma vision, mais Vas-y. je pense qu'on l'est. Khabib n'est pas monté parce qu'il avait un joli 29-0, Oui. il voulait le garder, son 29-0, et que c'était un risque de monter. Là où Makhachev, il a déjà une défaite. Donc, s'il veut espérer avoir une legacy aussi propre que celle, entre guillemets, que celle ou en tout cas à la hauteur de celle de Khabib, Voilà. Il ne peut pas compter sur l'invincibilité, il faut marquer l'histoire autrement. Donc ça passe par la double ceinture. exactement. Et de toute façon, moi, j'ai jamais reproché à Khabib de ne pas monter, hein. Non? Moi, Au je contraire, voulais le voir justement continuer dans cette caté. Faire merci. plus de défense de ceinture. À aucun moment, j'ai parlé de montée de catégorie. Ah, moi, je suis loin de parler de montée de catégorie, hein. C'est très rare que je parle de montée de catégorie. Il faut vraiment que le mec ait poncé, pour le coup, vraiment sa caté. Tu vois, un Jones qui monte de catégorie, c'est logique. Il n'y a plus personne. On est d'accord. Un Georges Saint-Pierre, à l'époque, qui monte de caté, ouais, c'est logique. Adesanya qui a tenté sa chance. Adesanya qui a tenté sa chance, ouais, parce que pour le coup, il a eu beaucoup de revanches. Hmm. Non, non, mais on est d'accord. On est d'accord. Quand le mec, il a plus d'adversité dans sa caté, ok. Là, qu'il y aille, ok, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, moi, on m'a jamais entendu reprocher, en tout cas, ou peut-être que je l'ai dit peut-être une fois comme ça, mais c'est pas ce que je reproche le plus non plus à Khabib. Moi, c'était sur les défenses de titre. C'est-à-dire qu'il a fait 4 défenses de titre. Merci, bonsoir, allez, salut. Bon, après, j'entends l'argument, tu sais, il voulait plus combattre, son père n'était plus là, il est mort et tout ça. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, c'est une déception, mais en même temps, je l'entends parfaitement. C'est Donc, justifiable, ouais. C'est compréhensible. c'est- C'est juste de la déception en tant que fan de sport de combat, tu vois. Moi, j'aurais voulu voir jusqu'où il peut aller parce qu'il était tellement dominant dans ses combats que c'était impressionnant à regarder. bah, c'est pour ça, ça montre bien qu'on déteste pas le personnage. Au contraire. Maintenant, moi, le seul reproche que je fais, enfin, le seul reproche qui n'en est pas un, c'est pas à lui véritablement, c'est aux gens qui disent, ouais, c'est le GOAT, c'est l'élite, c'est machin et tout ça. Non, on peut pas le mettre dans la discussion du GOAT parce qu'il a pas affronté assez de profils dangereux Non, dans sur sa la carrière durée. sur la durée, et puis aussi pas parce que son 29-0, il est construit à 70% sur allez, peut-être même plus, sur des no-names qui étaient à 0-1, 1-0 et tout ça. Enfin bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. De toute façon, on sait très bien qu'il n'a pas Ah ouais. affronté. De toute façon, vous regardez son Sherdog, hein, ou son Tapologie et vous avez tous les combats. Exactement. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc on pleurniche pas sur le fait qu'il soit pas monté, et je pleurniche pas sur le fait que Makhachev veuille monter. Je pleurniche sur le fait, alors si je dois pleurnicher, sur le fait qu'il le fasse trop tôt. Mais comme j'ai répondu, je pleurniche sur le fait que Topuria veuille monter à peine champion. Je pleurniche sur le fait qu'O'Malley veuille monter à peine champion. Mais c'est bizarre. C'est Mais ça, bizarre. c'est ce qu'on dit sur tous les combattants qui prennent la ceinture. Tu vois, quand on parle quand Topuria prend la ceinture à Volkanovski, le premier truc qu'on dit dans le débrief, c'est qu'on espère qu'il va pas faire le mec qui veut tout de suite monter au-dessus. C'est le premier truc qu'on dit. Et on le dit sur chaque combattant. Restez, concentrez-vous, parce que c'est une mode.
C'est une mode. Concentrez-vous sur votre KT. Mais oui. Donc, mais on nous reproche moins de le dire à Topuria et de le dire à O'Malley. Tu vois, et personne ne prend le temps de prendre son petit clavier pour dire ah, vous êtes des bâtards, vous aimez pas Topuria, vous aimez pas O'Malley, il y a peut-être quelque chose de caché derrière, peut-être t'es raciste des Espagnols, peut-être t'es raciste des gens qui ont des cheveux roses. T'aimes pas les tapas, hein. J'aime pas les tapas, mais ça, c'est depuis que je suis venu végétarien. Tu vois, en Espagne, ils mangent trop de petits trucs de porc, de saucisses, de machin, c'est pour ça. Donc ouais, non, non, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux manger dans les tapas, tu fais ça. Ah, t'es en train de te manger les doigts directement. Ça coûte Non. cher en plus. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Même si Séville, à Séville, il y a un bon bar à tapas qui est pas mal, auquel je mangeais tout le temps, tous les soirs là quand j'étais là-bas. C'était pas mal. Bon, bref, passons. C'est une page de mon histoire à moi. Donc, moralité, arrêtez de nous dire qu'on n'aime pas Makhachev, arrêtez de nous dire qu'on n'aime pas Khabib, qu'on est des haineux, que ceci, que cela, qu'on espère le voir perdre. Parce que c'est ça, on espère secrètement le voir perdre parce qu'en fait, on le déteste et tout ça. Non, voilà. Élevez le niveau, les amis. On a débattu, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec qui on peut débattre. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec qui j'aime débattre. Mais vous savez pourquoi j'aime débattre avec vous? D'une part, parce que je suis un grand fan de débat et j'adore répondre à des gens qui. Plus vous êtes virulents avec Le moi, gars, c'est sa passion. mais vous ne savez même pas. Mais oui, mais bien sûr. Et moi, j'adore ça parce que derrière, j'ai un grand sourire. Je suis là, je suis content. Oh, et je montre à tout le monde. Vous avez vu ce qu'il m'a dit? Vous avez vu qu'il m'a traité de caniche qui aboie derrière ma barrière? Qu'est-ce que je vais bien pour lui répondre? Bah, rien, ouaf, c'est tout. Tu vois, c'est juste. Big lunettes en mode débat. Mais j'adore ça. J'adore ça. Et en plus de ça, vous savez quoi? Vous nous rendez service. Vous nous rendez service parce que vous faites monter l'algorithme. Donc, ça, j'adore. Ça, j'adore. Personnellement, tu vois, quand je vois 91 commentaires et que je sais que sur les 91 commentaires, il y en a 13 qui sont avec ces personnes-là, mais je kiffe. Le ratio est très bon. C'est bénef. Le seul à qui j'ai pas répondu, c'est celui qui nous a dit, ouais, il n'y a pas de rythme, tout ça, parce qu'il n'y a rien à répondre. Le seul truc que je pourrais Non, répondre, c'est un avis. oui, c'est Non, un non, ça, avis. c'est un avis, hein. Bah, t'aimes pas, bon, bah, va voir ailleurs. Enfin, tu sais, C'est quand un j'y vais. avis. Bien sûr. Oui, non, mais c'est. Comme moi, des fois, j'écoute des podcasts et j'accroche pas. C'est comme ça, il n'y a rien à dire. Ça veut pas dire qu'ils sont de mauvaise qualité, ça veut juste dire que j'accroche pas, c'est tout. Mais c'est ça. C'est ça, c'est tout. Moi aussi, il y a des podcasts que j'écoute plus, que j'écoutais, que je vais réécouter. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des fois, tu attends des choses de quelque chose, tu vois, tu as envie de passer un bon moment. Bah, soit ça colle avec le bon moment que tu te fais, soit ça colle pas. Tant pis, c'est comme ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, Makhachev, je t'aime. Khabib, John Jones, Arrête, t'en fais trop. j'aime tout le monde. Je fais des bisous à tout le monde et surtout on va clôturer ça, mais voilà, c'est que du factuel, les amis, c'est que du factuel. Donc, et puis c'est notre avis, ça reste que notre avis. Nous, on est là pour analyser et donner notre avis. Après, si votre C'est avis ça. n'est pas le même, on en débat. Ne soyez pas agressifs, ne traitez pas de clown, ne dites pas qu'on est biaisé. J'ai jamais vu un podcast aussi biaisé. On essaie d'être le plus honnête possible, on a toujours été. Donc, Pour être biaisé, il faut avoir quelque chose à gagner. c'est ça, c'est ça. Donc, donc pas de problème, que de l'amour. D'ailleurs, on va parler de John Jones, parce que comme je suis fan de John Jones, j'ai envie de parler de John Jones maintenant, là. J'ai envie de parler de lui, ça T'as me fait ronge exprès de le placer juste derrière. derrière. Tu vois, comme ça, il y a celui que je déteste, il y a celui que j'adore derrière, tu vois, c'est comme ça, j'adore. Donc, il justifie son combat contre Stipe. Parce que la semaine dernière, il y avait un flou quand même sur le futur adversaire. Ouais. De John Jones, puisque il essaie quand même de dire oui, l'adversaire, je laisse l'UFC l'annoncer. Donc, comme il disait qu'il était peut-être intéressé par Pereira, mais en même temps, il y a Stipe Miocic, mais en même temps, il y a un peu un triangle amoureux, tu sais, entre les trois. Là, il n'y a plus de doute. Il a dit, je suis au milieu d'une décision assez claire. C'est clair. Je me tiens aux plans exacts et originaux et je me bats contre l'homme qui a tout mon respect. Je négligerai pas tout l'entraînement que Stipe. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui. Je ne négligerai pas tout l'entraînement de Stipe pour me combattre contre un autre en train de. Attendez, Oh là là. c'est une catastrophe. Vous savez quoi? Je sais pourquoi. Je sais ma problématique. Merci. En fait, j'ai pas augmenté la luminosité de mon écran et en fait, je lis dans la pénombre depuis tout à l'heure. Ça va être plus clair. Maintenant, si je fais des erreurs, j'ai plus d'excuses. Donc, je me tiens aux plans exacts et originaux et je me bats contre l'homme qui a tout mon respect. Je négligerai pas tout l'entraînement de Stipe pour me battre contre un autre train de hype potentiel qui ne sera peut-être même plus là dans 3 ans. Je ne change pas mes plans pour qui que ce soit. Stipe est le meilleur poids lourd de tous les temps et il travaille comme un fou.
je vais lui donner ce qu'il veut, je vais revendiquer une autre tête. Ce qui vient après, vient après. L'UFC est une entreprise brillante qui a fait ce qu'il fallait pour sauver l'événement. Mais je suis d'accord avec vous, cela a certainement troublé un tas de fans britanniques, leur faisant croire que leur garçon est vraiment le champion. Ça me rappelle l'époque où Daniel Cormier était le champion pendant mon absence. Vous avez vu? Avec plus de lumière, vous avez vu comment je lis mieux? C'est cool, hein? Nickel. Ouais, bah, je pense que Dana lui a dit oublie Pereira. C'est ce que ça sent. Il lui a dit oublie Pereira, c'est Stipe d'abord dans tous les cas, donc recentre-toi là-dessus. Moi, je t'ai dit, ça a du sens, hein. De toute façon, ils nous le vendent depuis tellement de temps. C'est un peu comme Chandler contre Connor. Je Ouais. voyais pas autre chose se passer. C'était vraiment du foutage de gueule s'il faisait autre chose. Pour Chandler, c'était du foutage de gueule. Et là, ça aurait été la même chose pour Stipe. Parce que Stipe, pour le coup, c'est son dernier combat. Pour Stipe, pour le coup, c'est son dernier combat. C'est un combat qui va lui rapporter pas mal d'argent. Donc, c'est un peu le baroud d'honneur pour lui. En plus, s'il gagne, eh ben, il prend le quickening de John Jones, hein. Donc c'est tout bénef pour lui. Ça voudrait dire que chez les lourds, ça reste encore le GOAT des lourds, en tout cas de l'UFC. De l'UFC, hein. Parce que j'ai vu une vidéo où Jones croise Fedor, tu l'as vu? Non, je l'ai pas Où vu. il lui baise la main. Là, il y a pas longtemps, là, c'était peut-être il y a une semaine ou deux. Tu sais, il Ah ouais. lui baise la main et lui dit, t'es le plus grand de tous les temps, tu m'as toujours inspiré, etc. Donc son GOAT pour lui, c'est Fedor, c'est pas Stipe. Oui, oui, non, son GOAT pour lui, c'est Fedor, mais comme pour beaucoup, Comme le ouais, GOAT quasiment tout le monde. voilà, le vrai GOAT des lourds, c'est Fedor. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ça sera toujours le cas. Je crois que personne ne fera, juste pour l'empreinte qu'il a laissée sur ce sport, pour le personnage qu'il était, pour son côté tueur froid, tu sais, pour ce qu'il a apporté techniquement dans la cage. Qui c'est qui a dit là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu comme quoi Fedor, il était pas, techniquement, il n'était pas bon. Putain, je l'ai lu tout à l'heure, je crois. Qui a dit qu'il aurait pu battre Fedor et que Fedor, techniquement, il n'était pas bon. Qui a dit ça? Un Ah, combattant américain? peut-être, peut-être. Ouais, bref. Je sais plus. Bref, en tout cas, voilà, c'est une connerie absolue. Enfin, tu vois. Ah non, c'est pas ça. Oui, oui, si, si, ça y est, c'est bon, c'est revenu, c'est remonté. C'est Rickson Gracie. C'est Rickson Gracie qui a dit qu'il aurait pu battre Fedor. Ouais, ouais. Que techniquement, il était pas bon. Si, si. Parce que pour la question auditeur, tu vois, je recherchais un petit peu, je faisais mon petit travail et tout ça, et je suis tombé sur cette petite déclat de Rickson. Bon, ça va avec le personnage, 460 combats, 460 victoires. Il a perdu une fois au Sambo, mais en même temps, il n'était pas au courant des règles. Donc, bon, ça compte pas vraiment parce qu'en fait. Ouais, Donc, voilà, non. Bon, une légende bâtie sur une légende urbaine. ouais, ouais, exactement, c'est une légende urbaine. Après, attention, hein, je remets pas en question la force De de Rickson Gracie, en tout cas en Jiu-Jitsu, Même c'est sûr. en MMA, enfin, tu vois, enfin, tu sais, il y a des gens qui parlent pour lui, enfin, tu vois, et c'est vraiment quelqu'un qui est très très fort. Maintenant, on reste avec un poids lourd. Non, Enfin, tu mais même, t'as vu les combats de Rickson Gracie en MMA. C'est quand même une autre époque, avec des combattants bien moins complets, etc. Enfin, c'est un autre monde. oui, et puis une partie de ses victoires, c'était aussi contre des mecs de disciplines différentes qui ne maîtrisaient pas le sol. C'était une époque où il allait dans les dojos pour aller affronter tout le monde, quoi. Mm. Donc oui, oui, oui. Il y a toute une mystique autour de la famille Gracie dans les débuts du MMA, justement, qui, euh, qui ne pourrait plus être la même aujourd'hui. Enfin, tu vois. En tout cas, si la famille Gracie n'était pas à l'origine de tout ça et qu'elle débarquait aujourd'hui, ça ne dirait pas la même mystique autour, tu vois. Il ne serait pas C'est aussi sûr. vaincu et invincible que ça l'était à l'époque. Bon, c'est une digression, mais voilà, qui colle bien avec le truc. Donc oui, non, le GOAT, ça reste des lourds, ça reste Fedor. Maintenant, le GOAT des lourds de l'UFC, effectivement, pour l'instant, c'est quand même sur le Stipe. Enfin, sur le papier, en fait, hein. nombre C'est de même pas en termes de niveau, hein, c'est en termes de défense de titre d'affilée. C'est ça, c'est ça. Maintenant, on ne sait pas si Ngannou avait perduré, tu sais, à l'UFC, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait lui, le GOAT de la catégorie. On ne peut pas le savoir. On ne le saura jamais. On ne peut pas savoir ce qui ne s'est pas passé. Donc voilà. Ce que je disais tout à l'heure, hein, la petite réponse en mode les fans, pardon, les fans britanniques. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait que les fans britanniques qui veuillent voir ce combat. Je pense que même aux États-Unis, après, on n'est pas là-bas pour voir. Pour Aspinal, tu parles, hein. Le Pour combat contre Aspinal. Mais je suis sûr que même les fans britanniques voudraient voir ce combat, britanniques, pardon, américains voudraient voir ce combat-là. En tout cas, les fans français veulent le voir. En tout cas, les fans européens veulent le voir. Les fans américains, bon, après, c'est toujours
un public un peu différent, les Américains. Tu sais, ils sont tellement chauvins que de voir un combattant américain, tu sais, face à un autre combattant américain, ça leur plaît plus. Ils prendront toujours le parti du combattant américain. Ça, c'est sûr. Et tu vois, ça m'avait choqué. J'avais vu que sur Instagram, Aspinal, il a que 500 000 followers pour un champion. C'est très faible. Ouais. Donc, je pense que oui, il n'est pas forcément plus suivi que ça aux États-Unis. Parce que Oui, c'est quand même la base du truc, tu vois. Donc, euh, donc, finalement, je peux comprendre son truc dans le sens de le public américain ne veut pas forcément voir ça. ouais. Bah, de toute façon, on sait hein, que dans l'idée, et c'est ce qu'on avait mis en lumière la dernière fois, il y a le côté spectacle, il y a le côté combat, enfin combat en tout cas, comment dire, adversité. Et pour le coup, le fait qu'il affronte Aspinal, en fait, ça n'a de valeur que pour les fans hardcore. Enfin, tu sais, qui vraiment suivent la discipline et qui aiment la discipline et qui veulent voir le meilleur, tu sais, de la discipline. Donc là, oui, effectivement, nous, même moi, hein, je préfère voir Aspinal. Je te l'ai dit même. Toi, tu n'es pas pour. Moi, je suis pour parce que j'aimerais bien. Alors, c'est vrai qu'il y a un gros risque derrière, mais juste pour le fait que si Jones bat Aspinal, peu importe comment, même une décision arrachée comme il a pu en arracher, Oh, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. c'est qu'il n'y aurait plus de débat, en fait. Il n'y aurait plus de débat. Comme je t'ai dit, ça serait le GOAT. Non, mais moi, s'il signe ce combat, je suis content. Parce que pour moi, Jones, il est intelligent. S'il signe, c'est qu'il a vu quelque chose qui le laisse penser qu'il peut gagner. Il va pas y aller comme ça, bêtement. Maintenant, moi, ce que je te dis, c'est que je ne veux pas voir Stipe, après Pereira. Des combats de gala, ça m'intéresse pas. Oui, Pour John Jones, ça ne m'intéresse pas. mais l'UFC, en fait, moi, mon discours la dernière fois, c'est pour l'UFC, c'est ce qui choisirait, entre guillemets. Tu vois, parce que c'est ce qui rapporte de l'argent. Tu fais Jones contre Pereira au Madison Square Garden ou tu fais Jones contre Aspinal au Madison Square Garden, bah, tu fais beaucoup plus d'argent avec Jones contre Pereira que contre Jones contre Aspinal. Ouais, ouais, mais je pense que tu remplis quand même, hein. Jones, c'est une méga star. Oui, Jones. C'est peut-être une des plus grandes stars de l'UFC actuellement, hormis Conor, qui est dans une autre sphère. Mais sur les autres combattants, je pense que c'est Jones la plus grosse star. Ah oui, non, mais ça là-dessus, ouais, je pense aussi. Actuellement, en tout cas, en activité, c'est les deux plus grosses stars. Ouais. Après, tu as Desania, tu as Pereira, Volkanovski. Encore Volkanovski, Non, Volkanovski, je crois pas. je suis même pas sûr. Pour nous, oui, mais même pas pour les fans américains. Ouais, après, c'est Au d'autres Malais? profils. Ouais, au Malais, c'est des profils comme ça, ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, les deux plus grosses stars, effectivement, c'est. En tout cas, Stipe, il a réagi à tout ça. Il a dit, c'est ce que je veux, je vais attendre, je m'en fiche, je veux le combat. L'UFC parlait de juillet, c'est tombé à l'eau, j'ai refusé. Je pense que c'est trop tôt, plutôt novembre à New York. En fait, Ouais, c'est ce qui se dit hein, au Madison Square Garden. C'était une évidence, hein. Jones, de toute façon, quand il revient, c'est là-bas en général. ouais, en général, c'est là-bas. Bon, ça veut dire qu'il combat une fois par an dans ce cas-là. D'ailleurs, on m'a reproché de ne pas critiquer le fait qu'il ne combattait qu'aux États-Unis, tu sais, et pas ailleurs. En même temps, à l'époque où il combattait, Bah enfin, déjà, c'était qu'aux États-Unis quasiment. On va pas faire venir John Jones en Allemagne, ça n'aurait aucun sens. Il y avait des événements. Les événements en Europe, ils sont pas, à la base, ils sont pas incroyables, hein. Ça commence là, parce qu'il y a de plus en plus d'Européens et ça commence à s'ouvrir, mais des gros événements, ils sont aux États-Unis. c'était aux États-Unis, il n'y avait pas Abu Dhabi, il n'y avait rien de tout ça à l'époque où il combattait John Jones. Tu vois, encore un argument qui tient pas debout, qui est bancal, quoi. Je vais pas dire, ah, ouais, c'est dommage, il combattait qu'aux États-Unis, alors que bah, le sport, il est là-bas, que tout se fait là-bas. Regardez, quand ils font un UFC à Manchester, ils le font aux heures américaines. Enfin, quand tu as une grande star, tu vas pas la faire combattre ailleurs, et c'est pas de son fait à lui, c'est aussi les États-Unis, quoi. C'est juste ça, c'est l'UFC qui. L'UFC, c'est tout. Donc, encore un argument bancal, il va falloir être meilleur que ça, les amis, hein. Il va falloir être meilleur que ça. Ça, c'est comme que Makhachev, c'est pas lui qui décide, mais quand tu as Ali Abdelaziz, c'est pas Makhachev qui décide, mais Ali Abdelaziz, n'oubliez pas qu'il a le manager le plus puissant de l'UFC. Parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est vrai. Ça, c'est encore un argument, tu vois. Lui, par contre, il peut. Ouais, il a beaucoup de poids. Voilà, exactement. Bref, en attendant, Aspinal défendra sa ceinture intérimaire en juillet. Et donc, on a posé la question la dernière fois si on se souvenait que peut-être il y avait eu déjà une Moi, défense. j'ai vu la réponse, Renan Barão. Ouais, c'est Jinko Brandao, Jinko d'Autriche, qui a répondu sur la question et qui dit que ça a déjà été défendu par Renan Brandao. Barão. Il a mis Brandao. C'était marrant. Mais C'est il a mis Barão.
Ouais, Renan Barrow. Une faute d'office. Brandao, c'est un joueur de foot. Bah, donc c'est ça. Oh, putain, c'est ça. Mais c'est bravo. Moi aussi, quand je l'ai lu, je me suis dit, peut-être, je sais pas, peut-être. Bon. Il avait gagné sa ceinture intérimaire contre Uriah Faber, et il l'a défendu 2 fois contre Eddie Winland et contre Michael McDonald. Puis l'UFC a transformé la ceinture en vraie ceinture pour lui. Il l'a rejoué contre Faber où il a gagné et il a perdu contre TJ Dillashaw. Donc ça veut dire qu'il l'avait défendu quand même 2 fois avant qu'elle soit transformée en ceinture incontestée. Ouais, mais je pense que on se dirige vers ça, hein, pour la ceinture intérimaire de Aspinall. Si Jones se retire après Stipe Hmm. et qu'il décide de ne pas affronter Aspinall, ça va se transformer en ceinture légitime, en vraie ceinture. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc oui, mais en tout cas, ça veut dire que tu vois potentiellement, tu vois, quand on disait que l'UFC pouvait, alors c'est pas la même chose parce que dans un cas c'était une blessure, dans l'autre cas c'est juste qu'ils font des combats autres, tu vois. Mais que l'UFC pouvait très bien choisir tu sais, si jamais si l'UFC décide que Pereira c'est un meilleur match-up pour eux, en tout cas financièrement que Aspinall, ils peuvent très bien faire une ligue parallèle, même si Non, ils peuvent plus. Ils peuvent plus, ça serait trop. je suis un peu sceptique sur la chose, hein. Je suis un peu sceptique, beaucoup sceptique sur la chose. Mais bon, tu sais, l'UFC, on sait jamais, hein. On sait jamais avec eux. Mais normalement, oui, c'est soit tu défends contre Aspinal, soit, enfin, Aspinal ou autre, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer quand il défendra sa ceinture intérimaire. Et on ne sait pas non plus si John Jones va gagner contre Miocic. Mais bon, si dans l'idéal, l'un gagne et l'autre gagne, soit tu défends, soit tu t'en vas, quoi. Bah, c'est ça. Ou alors tu lâches la ceinture. Tu lâches la ceinture et tu fais un combat, tu fais ton combat de gala contre Pereira, tu vois, mais il n'y a plus trop de valeur. Il n'y a pas d'intérêt. Non, non, tu peux le faire que si c'est champion contre champion. Ou Tu tu peux le redescends en 93. Mais il peut faire plus. un peu. Il peut plus. Ouais, c'est comme si tu disais que Connor, il fallait qu'il redescende en 66, tu vois, c'est pareil, c'est pas possible. Ouais. Bref, en tout cas, on verra. Quoi qu'il arrive, calmez-vous les amis. Je pense que la situation des lourds va se débloquer dans pas longtemps parce que voilà, on a Madison Square Garden. Ah, pas longtemps, hein, quand même, toute l'année, là, quasiment. Enfin, c'est novembre, Madison Square Garden. Donc, ouais, jusqu'à janvier, quoi. Et bah non, si en novembre les deux prennent leur retraite, c'est en novembre, c'est réglé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, je le vois pas se dire qu'il se retire tout de suite. Je pense qu'il va faire durer le truc, il va essayer de négocier quelque chose derrière. Ça va pas se débloquer tout de suite. Ouais, mais la seule chose qu'il a négocié, c'est son salaire contre Aspinal. C'est ce qu'il va te faire. Ouais. Pour moi, je pense qu'il va négocier un max. S'il arrive à avoir ce qu'il veut, il va le faire, sinon il se retire. Ouais, après, ça la bloquera pas. Enfin, ça la bloquera pas non plus si longtemps que ça. Ça sera pas bloqué pendant 2, 3 ans, tu vois. Ouais, mais tu vois, Spinal, il combat là. Il combat, c'est en juin, juillet. Juillet. Juillet, donc admettons qu'il finisse vite. On sait qu'il veut enchaîner à Spinal. Il est jeune, il est en forme. Ça le bloquera quand même jusqu'à au moins janvier, février de l'année prochaine. Au moins. Non, mais de toute façon, t'es bloqué, quoi qu'il arrive. Que Jones il continue ou pas, t'es bloqué. Enfin, t'es bloqué jusqu'à novembre. Tu vois? T'es bloqué jusqu'à novembre. Ouais, c'est Déjà. vrai. Non, franchement, ouais, c'est pourri. C'est pourri. C'est chiant. Bah, moi, j'avoue que, tu vois, quand j'ai vu. Moi, ça m'a fait chier un coup quand j'ai vu que justement, Stipe disait justement pas juin, juillet, mais plutôt novembre. Je me suis dit, putain, ça décale encore d'autant. Enfin, tu vois, quand tu sais que tu avais tout le temps de sa blessure pour te préparer, que tu avais, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu savais qu'il allait revenir à peu près à cette date-là. Bon, bah, vas-y, prépare-toi. Là, on sait très bien que c'est pas une question de préparation, c'est une question juste de, de lieu. En fait, c'est Mhm. juste de lieu, en fait, tout simplement. Mais bon, c'est un peu dommage. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que ça durait, ça durait dans le temps comme ça, je me suis dit, oh, par contre, ça m'a saoulé. Tu vois, de me dire que c'était si loin dans l'année, tu vois. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Il est blessé, il y revient, il s'entraîne, ils se combattent. Ça va passer vite en vrai. Tu sais, à chaque fois, on se dit, Oui, pour nous, ça passe vite. ça passera vite, ça passera vite, quoi qu'il arrive. Et même pour Aspinal, ça va passer vite. Il va combattre en juillet, août, septembre, octobre, novembre. Tu vois, ça fait 4 mois. Allez, décembre, janvier, février. Ouais. Ouais. En tout cas, Ouais. Pas si vite que ça. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que allez, dans 6, 7 mois, il recombat après. Parce que c'est ça, 6, 7 mois. C'est pas déconnant non plus. C'est pas déconnant. Ouais. Tu vois. Et après, une fois qu'il aura
récupérer, s'il la récupère, la ceinture, bah là, il pourra enchaîner aussi vite qu'il voudra. Il pourra combattre autant qu'il voudra. Ouais. Tu vois? Donc finalement, c'est une parenthèse, mais ça va venir, ça va aller vite. Ça va aller vite. Pour tout le monde, ça ira vite. Tu sais, on pense toujours loin, qu'on voit pas le bout du monde, mais le bout du bout, mais ça finit par arriver. Bref, on en finit avec ça. On descend justement chez les lourds légers avec Oumar Sy qui change pour une troisième fois d'adversaire. Donc cette fois-ci, ça sera Georges Toko ou Tokos, je ne sais pas comment ça se prononce, un Anglais qui a 10 victoires, 6 KO, 2 soumissions et 2 décisions et 3 défaites, 2 KO, une décision. En sachant que ces 3 défaites sont sur des ligues majeures, c'est-à-dire qu'il a fait le Road to UFC, il a perdu, et il a fait 2 fois le Bellator où il a perdu. Tu vois, les autres victoires, c'est sur des Fury FC, c'est sur des ligues un peu Ouais, moins. des ligues un peu en dessous. C'est un style un peu low kick crochet large, tu vois. Bon, c'est pas non plus un foudre de guerre, mais il a le mérite au moins de tenter sa chance comme ça en notice contre Omar Sy, qui est quand même un client. Donc voilà, maintenant on l'a dit, hein, les short notice, c'est pour les deux. Donc ça doit être quand même pour Omar Sy, même si je pense que bon, il est assez armé mentalement pour ça. Le fait de changer 3 fois d'adversaire en si peu de temps, enfin, tu Je sais, crois que tu calcules même plus au bout d'un moment. Tu ouais, calcules même plus. Déjà, on te change une fois, deux fois, c'est bon. Tu fais, t'as préparé le mieux à faire, hein. ouais, tu ne pas global, quoi. Voilà. Tu es prêt à tout. De toute façon, ça colle avec son style, hein. Il est bon striker, il est très bon au sol. Donc, moi, je me fais pas trop de soucis. Moi non plus. Après, je me fais pas de soucis parce que le style de la personne, c'est pas un style très, Marqué, enfin, c'est pas un mec qui va être un striker d'élite où tu as besoin d'avoir comment dire, un game plan adapté ou un ou grappleur un d'élite. lutteur, ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Finalement, ça va, ça se gère. Tu fais une préma globale. Si tu es bien prêt physiquement, normalement, techniquement, ça devrait le faire. Après, il faut toujours se méfier de ce genre de profil qui balance des parpaings et puis s'il y en a un qui touche, bah ça touche. Ça, c'est sûr, mais après, j'ai envie de te dire, c'est valable pour quasiment tout le monde dans cette catégorie, hein. À partir de 93 kilos, on sait que tu prends une frappe, tu peux dormir. Donc, non, et Donc, comme on disait, de toute façon, Omar Sy, il est dans une situation où il peut refuser personne. Il est obligé de prendre de tout ce qu'on lui propose là, c'est oui. Donc, marche avant et de toute façon, on va être fixé là, c'est ce week-end. et là, c'est ce week-end, ouais. C'est ce week-end. J'aime beaucoup hein, Oumar Sy, hein. Pour le coup, enfin, déjà, bon, ça fait longtemps qu'on le suit. Surtout, comme j'avais dit sur un précédent podcast, on m'a souvent dit, ouais, tiens, je vais te l'amener, il va tourner, enfin, vous aurez l'occasion de tourner ensemble. On n'a jamais pu se caler. Enfin, lui, je ne sais pas si on lui a dit les mêmes choses de son côté, mais en tout cas, moi, j'ai jamais pu. Enfin, il s'est jamais passé le truc pour qu'il puisse tourner chez nous ou que moi je puisse aller tourner avec lui ailleurs, tu vois. Enfin, tu sais, il y a toujours eu des mecs, bah tiens, il est là ou là, et c'était jamais faisable parce que j'aurais bien voulu tourner avec lui une fois au sol pour voir ce que ça donne. Tu vois, j'adore, moi, c'est mon petit kiff de tourner avec un peu tout le monde. Enfin, tu vois, c'est bien. Il y a que, de toute façon, il y a que sur un tapis, on en parlait avec Julien Casier, de toute façon, il y a comme ça que tu apprends à connaître quelqu'un. Tu montes sur un tapis, tu combats avec lui, tu sais qui il est, et puis voilà, il y a que ça de vrai. Donc, c'est ça que j'aime là-dedans. Mais par contre, justement, on parlait de Julien Casier. Sur Mandal, ils ont passé tu sais, une interview qu'il avait fait avec Jonathan McCarty. Ouais. On lui posait la question des différents adversaires, des S'il top. prenait un tel ou un tel à ce moment-là, et j'ai beaucoup aimé ses réponses, c'était très lucide. On est sorti de la mode où chaque combattant, justement, ce qu'on disait dans un précédent épisode, où ils se sentent obligés de dire lui je le prends, lui je le prends, lui je le prends, ils prennent tout le monde, tu vois. Et lui avait suffisamment de recul pour dire vraiment ce qu'il pensait, tu vois. Pour De... dire là, ça serait peut-être chaud, peut-être pas maintenant, un peu plus de temps, avec un bon game plan. Ouais, c'était pas négatif. Tu vois, il se met pas en dessous d'eux. Il se dit pas c'est infaisable, mais il se laisse le temps de progresser parce qu'il sait se situer, il sait où il en est. Et ça montre une belle maturité. Ça montre une belle maturité et ça montre aussi que bah, et si, quand tu sais où tu en es, tu sais aussi les axes que tu as améliorés, tu sais le travail que Ouais. tu as à faire, tu sais ce que tu as à faire, tu sais s'il faut faire un game plan. Donc ça veut dire que c'est un combattant intelligent et ça se voit. Donc c'est bien, ça présage du bon. Ça présage du bon pour la suite. Tu vois, moi j'ai plus confiance avec un combattant comme ça
pour me dire que lui ira très loin dans la KT qu'un mec qui dit moi je vais taper tout le monde et puis au final ça fait pchit quoi. Donc c'est pour ça, on va le suivre de près, vraiment enfin, Oumar Sy, en sachant en plus qu'on est voisins, hein, parce qu'il vient de Clichy, donc nous on est à Saint-Ouen, donc on est vraiment côte à côte, donc c'est un peu le cousin du coin de la rue. Moi je suis vraiment à la frontière en plus, tu vois, je mets un pied, je peux faire un grand écart entre Clichy et Saint-Ouen, donc enfin si j'ai la souplesse de Jean-Claude, mais en tout cas, Ouais, tu l'as. Ouais, peut-être plus maintenant. peut-être plus maintenant, c'est ça, c'est je vieillis mon gars, hein. Ça se resserre un peu tout ça. Donc en tout cas, voilà. Non, c'est bien. J'ai hâte de voir ce combat. Je vais le regarder avec attention. C'est peut-être même le combat que je vais regarder avec le plus d'attention ce week-end, parce que je suis pas sûr de regarder tous les combats, même bien au contraire. Donc, je suis plus à regarder la DXC 4 ce week-end que de regarder justement l'UFC. Mais en tout cas, lui, je vais checker son combat parce que je pense que c'est important. Ouais. Et comme on l'a dit, en plus, c'est dans une KT où ça peut aller très vite. C'est une des KT les moins fournies de l'UFC chez les masculins. Donc c'est vrai que s'il fait une grosse impression sur son premier combat, ça peut accélérer beaucoup de choses. Ouais. Ouais, ça peut effacer la petite rancœur qu'a l'UFC. Ouais, Ah oui. Ah ouais, oui. ouais. Et puis on est en mai. L'UFC Paris a été programmé là pour septembre. Ils ont sorti la date, Ouais. le 28 septembre. Donc on peut déjà être quasi sûr que s'il ne se blesse pas, on le revoit en septembre. Donc ça va enchaîner les combats. C'est bien. Ça va enchaîner, effectivement, ça va enchaîner, donc c'est bien. Et puis en plus, il a envie de combattre à Paris, il l'a dit. Donc espérons qu'il puisse le faire. Espérons qu'il puisse le faire, ça serait une très bonne chose. On reste dans les oppositions et dans une qui n'en est pas une encore, mais qui pourrait l'être pour le mois de juillet pour Manchester, justement. Moïcano qui pourrait affronter Paddy Pimblett. Donc visiblement, Moïcano a une dent contre Pimblett, enfin une dent. Oui et non, c'est-à-dire que c'est pas, on va pas, il n'y a pas un gros bif. Juste qu'il parle honnêtement sur lui. En fait, Pimblet, il a refusé de combattre à l'UFC 301, mais parce que c'est normal, il venait d'avoir ses jumeaux ou ses jumelles, c'est des filles, je crois, si je me trompe pas. Bah, elles avaient à peine 2 semaines. Enfin, en tout cas, ça collait aux alentours de l'UFC 301. Bon, là, elles sont nées 2 semaines avant, donc ils pouvaient sûrement pas combattre sur cet événement-là. Mhm. L'événement, c'était inenvisageable pour lui et il souhaitait un retour donc plus vers juin-juillet. Moïcano, il évoque une autre théorie. Il dit qu'il ne remet pas en question en fait cette raison, mais qu'il y a autre chose pour lui. Il dit il ne combat pas dans les lieux qu'il ne peut pas contrôler. Il dit c'est pour ça qu'il essaie de se battre à Londres le plus souvent possible. Je pense que c'est parce qu'en fait tout simplement il aime combattre face à son c'est Oui, qui vend le plus. C'est quelqu'un qui est ultra connu chez lui, c'est ça qui lui fait gagner de l'argent. Donc, bah, il fait son business en parallèle de l'UFC, quoi, tout simplement. Et s'il peut s'appuyer sur l'UFC pour son business, moi c'est je suis d'accord. Et puis Pimblet, lui aussi, il a changé un peu sa mentalité. Je pense qu'au début, il visait peut-être la ceinture. Et très vite, il a compris que c'était pas accessible. Tu vois, donc là, il y a un changement dans la gestion de carrière. Là, comme tu dis, le but, là, c'est de faire des combats qui vont essayer de lui rapporter un peu d'argent en restant chez lui. Il veut pas se cramer. Je pense qu'il veut pas se cramer. Il veut pas prendre trop de risques. non, tranquillement, il veut durer en fait le plus longtemps à l'UFC. Et pour durer le plus longtemps à l'UFC, il faut qu'il. Pareil, encore une fois, c'est pas qu'il a peur des adversaires, c'est une gestion de carrière. C'est juste une bonne C'est gestion. une gestion avec ce que tu veux, Eh oui, avec ce que tu prétends. Si tu veux être champion, tu peux pas refuser, tu es obligé de prendre tout le monde de toute façon. Par contre, lui, là, actuellement, je le vois pas champion. Je pense que lui-même ne se voit pas champion. Donc, il fait des combats à sa portée, en fait. exactement. Et tu vois, là, ça, je respecte. Je respecte plus le fait qu'il soit honnête avec cette partie qu'ils disent justement, je vais taper tout le monde et je vais être champion et tout ça. Ou là, je dirais, ouais, t'es mignon, mais pour l'instant, tu nous as rien prouvé. Tu vois, et même s'il a battu Ferguson. Cuit Ferguson, bah ça prouve rien non plus. Enfin, tu vois, c'était une belle performance, mais on a senti quand même que c'était une C'était performance quand même difficile, hein. difficile. Donc voilà. Pour lui, en fait, l'UFC le protège. Il dit qu'il a affronté personne, ce qui est pas faux, à part Ferguson, et Ferguson en fin de carrière, qu'il a de la popularité, mais qu'en tant que combattant, il n'est personne. Bon, alors après, il n'est personne, je dirais pas jusque-là, parce que c'est quand même une des grosses stars de l'UFC, une des grosses stars du MMA en vrai, de vrai. C'est-à-dire que même à l'époque où il était au Cage Warrior, c'était déjà une star du MMA. Ouais, mais quand on parle de star, on va parler de ce qu'il y a autour de lui, plus que sur ses performances.
Oui, oui, certes. C'est pas par ses performances et ses accomplissements qui se démarque. C'est À par son personnage, sa personnalité, etc. à l'époque du Cage Warrior plus. À l'époque du Ouais, mais du Cage Warrior. ça, voilà, non, mais voilà, c'était un mec, on se disait, ouais, il est chaud quand même. Enfin, moi, je Mais me à souviens. l'UFC, je suis d'accord avec la parole de Moïcano, hein. À l'UFC, Pimblet, actuellement, c'est personne. Oui. Et surtout, Moïcano, quand tu vois l'adversité que lui a eue, tu vois, dans la victoire ou dans la défaite, il a quand même affronté des grands noms. Donc voilà, maintenant, il lui propose de s'affronter justement à Manchester. Paddy Pimblett, il a tout de suite dit oui. Il a dit, envoyez-moi le contrat, je le signe ce soir. J'aime bien, moi, cette opposition, parce que Ouais. c'est une opposition de mec du sol aussi, en grande partie. C'est Euh, l'adversaire le plus fort en plus que prendrait Pimblet, hein, parce qu'il est sur une bonne série, Moïcano. Là, il est sur 3 victoires. ouais, Moïcano, il perd que contre le top du top. exactement. Moïcano, là, j'ai son palmarès. Sa dernière défaite, c'était contre Dos Anjos. Bon, même s'il est vieillissant, ça reste un top fighter qui est capable de faire des combats de dingue à chaque fois. Sinon, après, quand on remonte, il perd contre Fiziev. Et dans cette KT, c'est tout. Après, c'est dans la KT du dessous où il perd. Contre Aldo, contre Korean Zombie. Donc vraiment contre le top du top. Sinon, il bat tout le monde. Et là, il vient de le prouver en battant Jalin Turner, qui est un des plus gros prospects de la KT. En parlant de Turner, tu l'as vu se prendre un KO au corps par Chimaev à l'entraînement? Non. Ouais. Un petit uppercut au corps, là. Ah ouais? Il l'a plié en deux. Non, j'ai pas vu. Ah non, non, donc ouais. Bref, mais en plus, c'est un move qui est très intéressant parce qu'il est classé 9 Moïcano. Et puis, effectivement, il reste sur cette belle victoire contre Turner. Donc, bah, si Pimblet venait à remporter ce combat, bah, Il ça le rentre dans le top. vite. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour Ouais, lui. il rentre dans le top sans prendre énormément de risques. En rentrant dans le top, je pense qu'il peut renégocier plus ou moins son salaire. Parce voilà, il monte dans le classement. Donc c'est intelligent. Ouais, C'est intelligent. Après, les combats d'après, ils risquent d'être plus compliqués. Mais Moïcano aussi, parce que c'est Moïcano qui appelle ce combat du pied. En fait, quand tu regardes bien dans les échanges, c'est plus Moïcano qui est dans le bif plutôt que Pimblet qui lui pense sûrement à autre chose qu'à ça pour l'instant. Enfin, tu vois, il attendait sûrement son adversaire pour Manchester, mais je pense qu'il est plus gaga de ses deux filles ou de ses deux fils, je ne sais plus. Bref, de ses jumeaux, de ses bébés là, en ce moment. Donc, puis il doit réfléchir à ses nuits aussi pour l'instant. Donc, bon, je pense qu'il a autre chose à penser. Mais bon, si C'est ça vient. intéressant pour les deux, hein. Parce que Moïcano, en affrontant Pimblet en Angleterre, tu sais que tu vas être bien placé sur la carte. Ça va être très vu. Donc, médiatiquement, c'est gagnant pour lui. C'est gagnant pour lui avec un adversaire qui est pas super classé. Enfin, tu vois, c'est bien aussi. Enfin, tu vois, c'est une victoire potentielle en plus, quoi. C'est du vert en plus sur son Sherdog. Donc ouais, non, non, c'est bien. Et puis je te dis, moi, l'opposition me plaît bien. L'opposition me plaît bien parce que tu vois, on a eu un Moïcano qui a roulé sur Turner parce qu'il n'avait pas de sol. Là, ça sera pas le cas parce que Pimblet, c'est quand même quelque chose au sol. Donc j'aime Ouais, bien. ouais, au sol, c'est solide. On peut avoir un beau combat de grappe. Exactement. Donc ouais, c'est bien. C'est bien. Et t'as Franchement. vu Yann Gary qui a dit qu'il était OK pour affronter MVP? Ah ouais? Non, j'ai pas Ouais, vu. pour l'UFC Manchester. Il a donné son accord verbal. Enfin, lui, il est pour. On attend de voir ce que va faire l'UFC, mais ouais, c'est pas mal. Ça C'est m'intéresse. c'est un peu plus intéressant que MVP contre Thompson. Dans C'est la, dans, dans la dynamique de Yann Gary, c'est mieux. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et par contre, la question, c'est est-ce que c'est plus intéressant que Yann Gary contre Covington? À regarder, je pense que oui. À regarder, je pense que oui. Maintenant, en termes de classement, pour Yann Gary, c'est plus intéressant de prendre Covington, mais c'est plus risqué. Et puis pour le bif, c'était plus intéressant que Covington aussi. Même si Covington est tellement malaisant que ouais, Ouais, de Covington, ça commence à être poussif, hein. c'est poussif. Bref, Pimblet est sûrement considéré comme une star par l'UFC, en tout cas, mais c'est rien à côté de Conor McGregor. Donc Conor McGregor qui, lui, bat encore une fois un nouveau record, un de plus justement dans cette organisation-là, avec la vente de billetterie pour l'UFC 303. En fait, c'est Dana White qui a révélé que la vente de billets pour l'UFC 303, Conor versus Chandler, a déjà dépassé les 20 millions de dollars. Ce qui
cet événement le record d'entrée de tous les temps, avec le plus d'entrées de tous les temps. Pour rappel, l'UFC 300, il avait généré 16,5 millions de dollars et Conor, il est à la tête de 3 des 4 plus grosses ventes de billetterie, justement, et que son précédent record, c'était en 2016 contre Eddie Alvarez, avec 17,7 millions de dollars. Donc déjà, ce combat-là a fait plus que l'UFC 300, en sachant que l'UFC 300 était basé sur une carte avec que des stars, tu vois. Et que là, quand tu vois l'UFC 303, là, à part le combat Conor-Chandler, honnêtement, le reste, c'est poussif. Ah, il y a 2 combats intéressants. C'est Il y a... quoi derrière? C'est Costa. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas ça. Non, non, regarde, c'est pas ouf, hein. Si tu as UFC Pfizer, là, Pfeiffer, Pfeiffer, Barrio. Mario, Ah donc non, ouais, non, c'est pas fou. Non, non. Ah non, le combat qui m'intéresse, moi, c'est Hill contre Roundtree. Mais en termes de star power, c'est pas ça qui fait vendre, hein. Là, on se base uniquement, ouais, comme tu dis, sur le combat Connor. Sur les ventes, c'est que Connor qui rapporte l'argent. c'est fou. C'est fou. Donc, encore une L'effet fois, Amazon, hein. Pour moi, c'est ça, hein. L'effet Amazon. Il a pris une ampleur encore. On se rend pas compte, nous, parce que le film, on s'en fout. Et puis, de toute façon, on le connaissait déjà. Mais il s'ouvre encore à un plus large public. ouais. Je suis sûr que ça joue. Parce qu'il a fait une tournée mondiale. Il a montré son visage partout. Les gens veulent le voir combattre. Il y a des gens qui l'ont découvert sur le film, c'est sûr. Alors, pas beaucoup parce que tout le monde le connaît. Mais il y a des gens qui l'ont découvert sur le film et ils veulent voir ce mec-là combattre. Ils veulent le voir brûler un marché en plein milieu de la cage ou c'est comment? Ouais, moi, Peut-être. là, pour arriver en voiturette de golf, foncer dans l'octogone et ensuite Ça serait venir fort. contre Chandler. Ça, ça j'achète. Ça, j'achète fort. Ah ouais. Non, mais c'est. Après, bon, je pense que le prix aussi. En fait, ils vendent pas plus de tickets. Ils vendent des places plus chères. C'est ça aussi. C'est On, exact. on le voit dans chaque événement, mais c'est valable dans tous, hein. Même vous regardez l'UFC Paris, entre le premier et le deuxième, déjà ça monte un peu. Là, je suis sûr qu'au troisième, ça va continuer de monter, etc. Donc en fait, c'est juste le prix des places qui augmente, c'est pas le nombre, hein. C'est ça, on en avait parlé la dernière fois du prix des places justement, et c'est vrai que ça colle avec ce que j'avais entendu pour les combats de boxe, tu sais, où les places sont encore beaucoup plus chères et que T'as vu là, le truc pour, c'est une digression, mais pour Jake Paul Mike Tyson, il y a 2 places à 2 millions. Ah non, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Mais elles Ouais. ont quoi de particulière ces deux places? Alors, tu as 2 places au premier rang. En fait, tu as plus que 2 places, hein. Tu as 2 places au premier rang. Tu as 4 places au deuxième rang. Donc, vous venez à 6. Ensuite, tu as 2 jours dans un penthouse et tu as 4 chambres d'hôtel dans un hôtel de luxe pendant 2 jours. Tu as le packaging complet, quoi. Après, tu as la photo avec les combattants dans les loges. Et puis voilà. Mais bon, ça fait quand même cher, hein. Est-ce que tu as Ouais, les, 2 millions, ça pique, hein. les péripatéticiennes et la Même poudreuse? pas. Même Non, pas? non, non. Pour moi, 2 millions, moi, le penthouse, il est à moi. Tu vois, je leur dis quand ils me dégagent, je leur dis, je bouge pas, les mecs. Le mec, il arrive avec le camion, tu sais, des déménagements. Déménagement d'Emeco. Excusez-moi, je pose les valises. Je, je viens jamais avec une valise cabine, moi, les Ah, amis. je bouge plus. Avec, quoi, Non, j'avoue, putain, c'est un truc de Mais fou. ça va partir. Par un rappeur ou par un mec qui, tu sais, ça fait partie du truc. Même par un mec qui va être fan et qui va décider de venir et de se faire son petit kiff parce qu'il a les moyens, tu vois, d'aller passer un temps avec eux, quoi. C'est juste ça. Tu vois, On il se sait que paye. c'est des combats où il faut se montrer. Donc Ouais. ça fait parler de toi, d'être au premier rang de ce combat. Voilà, tu vas faire la une des journaux et c'est comme ça. Ça a toujours été de tout temps, hein. C'est juste que là, les prix augmentent, c'est tout. Ouais. Tu me dis ça à moi, c'est ce que je déplore dans le monde de tous les jours. Bref, l'augmentation des prix qui ne s'arrête jamais. Bref. En tout cas, c'est un record qui ne tient que sur son nom ou sur le combat, tu vois, parce que tu vois, on parlait de la corrélation entre Doumbé qui est capable de faire un Bercy ou qui est capable de faire tu sais, un Zénith à lui tout seul et qu'on s'est rendu compte que c'était en fait le combat qui vendait plus que lui, tu vois, et c'est ce qu'on disait depuis le début, nous, personnellement, que c'était l'opposition qui faisait que. Mais là, pour le coup, tu vois, je rajoute le combat, mais je suis presque sûr que Non, là, Connor, c'est que lui. Parce que regarde, je crois que dans le classement dans le top 5 là, il y a son combat contre Cerrone. ouais. Et Cerrone, c'est pas incroyable. Tu vois, tout le monde, en plus, il était largement favori contre Cerrone. Donc non, c'est vraiment que lui.
Et en plus, il surfe sur le fait qu'il se retire longtemps à chaque fois. C'est des retours. Ouais. Donc ça joue dans l'inconscient collectif. C'est un retour, tu veux le revoir. Et puis tout le monde veut voir s'il va performer ou pas. Il a eu sa blessure, il revient de blessure, il y a eu le film, il y a eu... Donc non, il est fort. Ah non, mais en termes de marketing, il est fort et ça se voit parce que tout le monde l'appelle. Est-ce que tu as vu le call-out de Buckley? Ouais, ouais, ridicule. 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 Son call-out, il a insulté les aïeuls de McGregor sur 8 générations. Et le pire, c'est que tu as Cormier, tu as Bisping et tu as Joe Rogan qui lui ont dit que c'était du grand n'importe quoi. Il a insulté les aïeuls les mamans de ces 3 personnes. Et tu as Cormier qui a pris la parole en disant, écoute, quand tu as 3 des plus gros noms de l'UFC qui viennent et qui te disent que tu as fait de la merde, que ton call-out il sert à rien et que tu sers à rien, Ah, mais ça vole pas haut. prends le temps et écoute, tu vois, écoute, tu vois. Lui, il dit, ouais, vous faites semblant de ne pas avoir voulu comprendre ce que je voulais dire. Mais en fait, non, c'était très clair, c'est juste que tu es con, que tu essaies de faire du buzz comme tu le faisais, c'était avec lui, le buzz contre justement Abdouragimov. Ouais. C'était lui aussi. Non, c'est juste que tu es malaisant, très très malaisant, et qu'il y a un moment, tu vois, comme quand il a fait sa pesée et qu'il est arrivé genre en mode zombie, comme s'il imitait un peu Gomis. Tu vois, je l'ai compris un peu comme ça, moi, tu Moi vois. aussi, je l'ai compris comme ça. Tu vois. Euh, Alors, je pense même pas, hein. Je vous jure, ça se trouve, il a même pas vu la pesée de Gomis. Mais c'est vrai, je me suis senti. Ouais, ouais, Il se t'as fout de la senti. gueule des Français, l'enfoiré. Le mec, il prend tout pour lui. Bon, alors c'était drôle, mais bon, en fait, il faut comprendre le truc, c'est le personnage, mais tu sais, il y a plein de moments où t'es pas drôle, t'es juste malaisant, quoi. Donc, et c'est vrai, il y a un moment, faut savoir, tranquille, arrêtez d'appeler Connor pour rien, tu vois. Là, j'ai l'impression que tout le monde appelle Connor du poids lourd au poids mouche, tout le monde appelle Connor, quoi. C'est un truc de fou. Alors oui, effectivement, c'est Ça, sur votre retraite. soirée, ça votre retraite, mais quand même, il faut qu'il y ait une cohérence. Alors, vous avez choisi des mauvaises catés, point, c'est tout. Et quand il vient dire que là, Buckley, que genre, il faut détrôner le vrai roi, frérot, t'as gagné 4 combats d'affilée. D'ailleurs, ce que lui a dit Cormier, c'est pas parce que t'as gagné 3 combats que calme-toi, tout va bien. Ouais, le vrai roi. Voilà. Non, mais il y a rien qui tient dans son truc. Tu vois, mais ça, tu vois, ça, c'est une erreur de communication. Ouais. Ça, c'est à son manager de lui dire, c'est ridicule, en fait. C'est ridicule. Après, je pense qu'il était devant son public parce que c'était dans sa ville. Il s'est chauffé. Mais le Connor a même pas répondu, je crois, hein. Ben non. Mais c'est la meilleure des choses à faire, là. Non, mais c'est là où tu vois qu'il est intelligent. Parce que en général, En il répond. général, il répond. Mais Ouais. là, Là, il l'a ah ouais, laissé. aucun intérêt. Là, je peux pas. C'est trop pour moi. Même pas un tweet que je vais effacer. On continue avec Monsieur The Rock, Dwayne Johnson, qui tourne un film en ce moment sur le MMA. Alors, ça fait un moment que l'info elle est sortie, mais je voulais avoir un peu plus d'infos dessus. Enfin, tu vas prendre le temps d'avoir, enfin, de laisser la chose se faire. Le film s'appelle The Smashing Machine. Il est en rapport avec Mark, Marc Flair. donc il va incarner son rôle, qui est un C'est ancien. lui qui l'incarne? Oui. Ok. Ouais, c'est un ancien justement champion de l'UFC poids lourd. Il a remporté 2 tournois lourds de l'UFC. C'est un champion du monde aussi de Vale Tudo. Et en fait, le film va retracer son parcours dans les années 90 et son problème d'addiction aux analgésiques qu'il a conduit à faire une Ouais. overdose et donc une cure de désintox. Les Alors, painkillers. je sais pas s'ils vont parler de la suite parce que quand il a voulu revenir, ça a été beaucoup plus compliqué. Je pense qu'ils s'arrêteront à la désintox. Enfin, je pense pas, tu vois, s'il y avait une suite positive après, ils auraient continué, mais Une je remontée, ouais, ça. Mais non, non, ils vont s'arrêter, je pense. pense qu'ils s'arrêteront là parce que par respect pour la star qu'il est, parce que c'est une star de l'UFC. C'était Euh, une légende, hein, Marc Flair. ouais. Marc Flair, il a gagné la DCC aussi. Il a gagné 3 fois la DCC. Je crois que de 97 à 2000, il le gagne. Ouais. Il me semble, si j'avais vu les dates, en tout cas, il en gagne 3. Donc, à l'époque où là, les lutteurs, ils faisaient la DCC, les gros lutteurs comme ça. Et l'UFC, non, c'était un monstre, Macker. Je sais pas si tu te rappelles de certains de ses combats, mais c'était limité, hein. C'est des combattants de l'époque où c'était grosse lutte, je t'amène au sol et grand and pound. Mais pour l'époque, c'était très solide. C'était très solide, ouais, effectivement. Ça c'est clair. Et donc, il prend ce rôle très, très à cœur. Il dit qu'il s'entraîne comme il ne s'est jamais entraîné pour un autre rôle, en fait, comme il l'a jamais fait.
Ah, Et, putain. et surtout qu'en plus de ça, enfin, il le respecte énormément parce qu'ils se connaissent avec The Rock, dans le sens où, tu sais, il avait raconté qu'à un moment dans sa vie, il avait voulu faire une transition vers le MMA il y a des Mhm. années et qu'il avait parlé à certains combattants justement de cette transition, dont Mark Kerr, qui lui avait raconté justement le Pride. Enfin, tu vois, ils avaient parlé un peu de tout ça. Donc voilà, je pense qu'il aura à cœur de rendre hommage à ce champion. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il prend ce rôle aussi au sérieux. Et on verra, j'ai vu des premières images d'entraînement en MMA. Ouais. Donc bon, pour l'instant, c'est encore un peu... J'ai vu qu'il y avait Ryan Bader qui Oui, se joint au casting, donc il ouais. va participer. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Mais je pense que ça va être un bon film. Tu vois, je pense que ça va être un peu drama, mais tu vois, basé sur le MMA, qui est en même temps un biopic, qui est en même temps... Enfin, tu vois, Ouais, c'est je pense aussi. En fait, le personnage fait que ça peut être plus ou moins profond. Parce qu'il a eu des problèmes. Il y a un reportage justement qui est sorti sur lui dans les années 2000, The Smashing Machine aussi, ça s'appelle, où on le suit et on voit ses problèmes d'addiction justement aux antidouleurs. Donc, non, c'est pas mal. Hâte de voir ça. Ouais, j'ai hâte de voir aussi. Et puis The Rock, hein, si c'est l'acteur le mieux payé d'Hollywood, c'est pas pour rien. C'est parce que bien que ça soit un catcheur, bien que ça soit une montagne de muscles, il joue bien quand même. Il peut faire des très bons films. Enfin, il y Très a bon. des films de The Rock que j'apprécie beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il est capable de faire un Alerte à Malibu qui est complètement burlesque et il est capable de faire un film ou je sais pas, un rôle tu sais, de mec invincible façon Fast and Furious, comme il est capable de faire des rôles un peu plus, on va dire, un peu plus dans l'émotionnel, on va dire. Ouais, J'ai pas ouais. d'exemple. Rédemption, j'aime bien Rédemption. Tu Et l'as non, vu, Rédemption? j'ai pas vu. Quand il est gardien pénitentiaire pour les jeunes, pour un centre de jeunes détenus et qui les forme au football américain, c'est une histoire vraie. Il est pas mal, j'aime bien. Ah, j'ai regardé ça, ça Ah, m'intéresse. tu l'as jamais vu? Non, j'ai jamais vu. Ok, bah regarde. Tu me diras ton avis dans le prochain podcast. Attention, je crois qu'il était gardien de foot dans le Barça. Au Barça, t'imagines. Non, il est bien. Non, non, mais j'aime bien moi ces films-là. De toute façon, j'aime bien les histoires vraies, tu sais, où tu reprends un peu le truc. Je sais pas, Coach Carter, tu vois, les trucs comme ça, tu vois, où il y Bah, a un c'est truc. dans ce délire. T'avais vu le plus beau des combats avec Denzel? Oui, 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 oui. C'est un peu ce délire-là, mais avec des détenus, quoi. Ouais. Donc, un espèce de mélange de mi-temps au mi-tard et tout ça. Voilà. Donc bon, en tout cas, mi-temps au mi-tard d'ailleurs où il y avait Bob euh, Sapp. Bob Sapp qui avait joué dedans. J'ai mal au nez. Tu sais, oui, il fait le mec fragile, le gros balèze fragile. J'aime beaucoup. Ah, elle est toujours là pour les bons films, hein. Coucou à Lionel. Non, mi-temps, faut que je le revoie. Je kiffe ce film. Il est très drôle. Il est vraiment très drôle. Bref, on reste dans les lutteurs balèzes avec Yoel Romero qui va combattre en grappling. Il sera opposé à Owen Livesey au Polaris 28 le 15 juin. C'est Owen Livesey qui a battu, quand il a battu Chris Weidman au Polaris 23, qui a souhaité Romero au Dôme de Doncaster. Et le Polaris a rendu ce combat possible. Et alors, sur le papier, j'aime bien. Ah bon, pas moi. Non, mais attends, j'explique. Explique. Ah ouais, donne-nous des bonnes explications. J'aime bien Owen Livesey, qui Ouais. a un judo de malade. Je m'inspire beaucoup de lui. Vraiment, il est très propre. Il a su transposer son judo mélangé à de la lutte pour faire un grappling qui est, euh, qui est efficace et qui est aussi impressionnant visuellement, tu vois. Enfin, tu vois le combat contre Weidman, tu vois, des bonnes amenées au sol, des bons fauchages, des bons sasae. Enfin, tu vois, il est pas mal, même son combat qu'il avait fait contre Nicky Rod, tu sais, ou même il a forcé Nicky Rod, en fait, limite à tirer la garde, tu vois, alors que Nicky Rod, c'est un très bon lutteur, mais ça montre son niveau, tu sais, de judo, tu vois, j'aime beaucoup le personnage. Maintenant, alors j'aime bien ça, j'aime bien voir ce que ça donnera contre Yoel Romero. Maintenant, j'ai peur que Yoel Romero fasse un non-match. Mais il va faire un match. Et voilà. Et c'est toute ma crainte, en fait. Et c'est pour ça que j'aime sans aimer. Yoel Romero, c'est aucune victoire par soumission. Aucune. C'est-à-dire, on peut même pas s'accrocher sur le fait de. Ok, c'est un lutteur, il n'est pas spécialiste du sol, mais il a quand même finalisé des mecs parce qu'il est puissant, parce que. Même pas. Aucune. Euh, je vois pas comment ça peut donner un bon combat, en fait. C'est un bon combat de lutte. Et Mais de encore.
lutte grappling, tu vois. En fait, moi, je le vois comme ça. Je vois pas non plus forcément de soumission parce que je pense que Romero, et par contre, il a toutes les armes pour ne pas se faire soumettre, tu vois. Physique, Oui, physique. ça c'est sûr. Ça va rester debout. Il y aura du scramble, Voilà. potentiellement. Voilà. Il y en a un qui va réussir à en amener, mais l'autre va pas le fixer, donc ça va se relever, etc. Et voilà. Voilà ce qui va se passer. Ça va être un combat debout. Mais comme je sais qu'on peut s'attendre à ça, en fait, ça me plaît parce que je le regarderai dans cet objectif-là, tu vois. C'est combien de temps le combat? Ouais, le Polaris, je crois que c'est un quart d'heure. Un quart d'heure ou 20 minutes, c'est toujours comme ça. Ah, dans ce cas-là, ça peut être intéressant parce que actuellement, je suis pas sûr que Romero tienne 15 ou 20 minutes à un énorme rythme. Attends, je Et vais on le chercher. voit dans ses derniers combats, hein. Il a l'économie, Romero. Et ça fait bien longtemps qu'il n'a pas lutté full lutte. Ouais, La lutte, c'est ce qui est le plus difficile en termes d'énergie. Donc non, c'est ouais, sur 15-20 minutes, ça peut donner si Owen il l'agresse constamment. Mais bon, maintenant Romero, on le sait, hein, c'est à gérer, ça doit être très compliqué. C'est une bête. ouais. Le temps n'a pas d'emprise sur ces produits. Attends, parce que Polaris, en fait, il y a des trucs sur la marine nationale. Euh, Il y a plus de trucs sur la marine nationale, d'ailleurs. Attends, je vais mettre BJJ. J'aime bien le Polaris, hein. Ouais, Euh, c'est pas mal. non, c'est Tu pas ça. trouves pas? Euh, Polaris Pro Grappling. ouais, ouais, je sais, mais ouais, attends. Tu veux voir quoi? Le temps de combat. Ok. Bah, faut mettre sur YouTube. Tu m'as posé la question. Oui, c'est pas con. Euh, Je vais te dire ça tout de suite. Pro grappling. Non, c'est 10 minutes, je crois. Ça y 10 est. minutes. Ouais, 10 minutes. Ouais, 10 minutes, c'est gérable. Ouais, donc non, j'ai confondu avec le WNO qui est à de un quart d'heure. Ouais, en fait, c'est ce qu'il y a, c'est qu'en fonction des trucs, là, j'ai regardé le WNO, c'est un quart d'heure. Là, d'ailleurs, il faut que je regarde. Il y a l'UFC Fight Pass Invitational qui s'est passé cette nuit. Donc, pareil, il faut que je regarde ça aussi. J'aime bien parce qu'en plus, je crois que le Polaris, c'est pas, je crois, je suis sûr, le Polaris, c'est sur l'UFC Fight Pass. Enfin, tu vois, l'UFC Fight Pass Invitational, c'est sur l'UFC Fight Pass. La DCC, c'est sur l'UFC Fight Pass. Ils sont encore en train de prendre des parts de marché sur Flowgrap, hein. Ouais. Tiens, ça me permet de faire une petite parenthèse. Pourquoi on n'a pas encore parlé de Flowgrap et pourquoi on n'a pas fait encore d'événements sur Flowgrap, enfin de podcast dessus? C'est une application, elle est laborieuse, hein. Oh là 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 là, je déteste l'application. Je la déteste. C'est un truc de fou. Tu viens, tu veux chercher des vidéos techniques, tu descends dans la barre, fou, ça remonte en haut. Ça recharge, ça remonte. Ça recharge, ça remonte. Tu sais, tu commences à descendre. Voilà. La dernière fois, j'ai regardé, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement? Bah, le WNO, justement. J'ai regardé le dernier, là, le 20, je sais plus, Peu 23, je crois. importe. Le dernier. Euh, je fais un screenshot, enfin, tu sais, je screen sur l'écran de la télé. Dès que j'allume mon téléphone, pouf, ça passe à une autre vidéo. Je me remets, je reviens sur la vidéo, ça me remet deux combats avant. Enfin, tu vois, il faut que je recherche à chaque fois. Une galère. Cette application, au prix qu'elle coûte, Bah, c'est honteux, hein. c'est honteux. Donc, en fait, bah, elle est tellement laborieuse que j'ai du mal à me mettre dedans. Et donc, bah, tu sais, de me dire que je vais me lancer pour faire un sujet, un truc, un machin. Bah, en fait, ouais, ça me fatigue, ça me fatigue. Alors que c'est pas le cas pour l'UFC. Le UFC Fight Pass, c'est très simple. C'est très simple d'accès. C'est carré, tu viens, tu cherches, c'est carré. Boum, tu viens, ça y est, tu lances ton événement et c'est parti. Ouais, c'est pas foufou comme application. Bref, en tout cas, ça me plaît bien. Ouais, on verra ce que ça donnera ce combat. Il y a d'autres combats très intéressants, hein, sur ce Polaris. Donc, euh, donc voilà, j'aime bien moi le Polaris, hein, depuis toujours. Tu sais, j'aime bien quand ils font des compétitions, tu sais, des affrontements Europe, Entre pays, ouais. des trucs comme ça. Enfin, je sais pas. J'aime bien. Ils sont force de proposition et ça donne des oppositions sympas. Tu vois, c'est pas mal. Et ça montre encore à quel point le grappling prend de l'ampleur. Et ça aussi, c'est pas pour me déplaire parce qu'on voit de plus en plus de grappling. Et on l'a dit, hein, on espère que ça sera de plus en plus diffusé sur les chaînes françaises. Et Et ça, ça attire de plus en plus de combattants de MMA. Donc, ce qui montre quand même qu'il y a beaucoup d'argent dans le grappling maintenant. Parce qu'avant, c'était l'inverse. C'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est les jujitsuka qui étaient obligés de faire leur transition en MMA pour espérer gagner leur vie. Et là, on voit de plus en plus de mecs du MMA qui vont vers le JJB.
en seconde partie de carrière. Donc c'est Exact. bien. Et là, on en a un exemple aussi avec la DXC 4, qui va voir quelques combattants de MMA qui vont y participer. On l'a dit, hein, Benoît Saint-Denis, on a Diakiz, Amine Ayoub, on a des mecs comme Ibrahim Amané, en tout cas pour les Français, hein. ça. Donc, qui donnent la part belle aux combattants de MMA. Nicolas Régnier, j'ai hâte de voir ça. Ouais, bah, lui, c'est pas un combattant de MMA, mais Ouais, oui. ouais, mais il a combattu en MMA, hein. Ah, il a fait 2 combats, je crois. Ouais. Ouais. Donc Ouais. c'est un combat, techniquement, c'est un combattant de MMA. Bon, allez, je suis pas sûr qu'il aimerait qu'on le réduise à ça, mais Non, ouais. mais on peut le qualifier de combattant de MMA. Cool, laisse-nous un petit commentaire pour savoir si tu es d'accord à ce qu'on t'appelle combattant de MMA ou combattant de Jiu-Jitsu brésilien ou de. Non, de lutte livrée. Lutte livrée. De lutte livrée. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, et d'ailleurs, cet événement sera diffusé à partir de 18h sur RMC Twitch et à partir de 20h sur RMC Sport 2. Donc, ça y est, on a été C'est entendu, bien. hein. C'est bien que ça soit mis là parce que le prix des places, elles étaient quand même un peu cher. Alors, c'est pas cher en soi, c'est 50 euros l'entrée, tu vois. 50 euros pour l'Institut de judo. Alors déjà, si jamais vous devez payer votre place, payez celle à 50 euros parce qu'elle sera largement suffisante. Parce qu'en plus, Ouais, vous êtes en haut et vous verrez bien. voilà. Et venez tôt. Venez tôt parce que tout simplement, ça sera un placement libre pour 50 euros. Bon, après, tout le monde sera bien placé en vrai, hein. Maintenant, si, en fait, vu les noms proposés, il faut qu'ils soient bien payés, donc le prix des places me choque pas. C'est juste que moi, voilà, je préfère Pas dans- regarder à la télé, je vois, c'était pas dans mon budget. Les C'était amis, pas dans mon budget. pneus avant. Soit j'allais voir la DXC4, soit changer mes pneus. Donc non, non, c'était pas possible. Donc voilà, bon, alors c'est diffusé sur RMC, mais on sera pas au commentaire, hein, c'est dommage, c'est dommage, j'aurais bien voulu. D'ailleurs, je Ouais. suis heureux de savoir qui sera au commentaire, parce que quand même, là, il y a du kimono, il y a du grappling de haut niveau. Euh, il faut un minimum quand même de lecture technique pour parler de ça, hein, de toute façon, pour pas que ça soit quelque chose de soporifique. Enfin, faut savoir de quoi on parle. Donc j'ai hâte de voir qui sera aux commentaires de cet événement. On verra ça. Ouais, ouais, mais il me hype bien cet événement. Moi aussi, on va le voir. Et donc, Benoît Saint-Denis, on l'a dit, devait combattre enfin, doit combattre, va combattre même sur cet événement contre Diakiz. Avant ça, initialement, c'était prévu qu'il affronte Tsaroukian, mais il n'a pas demandé l'autorisation à l'UFC. Et en plus de ça, de ce que j'ai compris, parce que j'ai regardé la vidéo, enfin, une des vidéos de la chaîne de Benoît Saint-Denis, tu sais, Ok. où on apprend que Tsaroukian sera peut-être aussi backup, ce qui est logique, de BSD de BSD, de Ouais, Poirier. ouais, non, mais ça colle avec. Je te le disais dans le dernier épisode. Je pense que l'UFC avait d'autres plans pour lui de toute façon. Ouais. C'était sûr. Donc voilà. Par contre, on apprend de la bouche dans cette vidéo de Savoca, de Christophe Savoca, son coach de Jiu-Jitsu brésilien, qu'il y a eu pas mal de demandes qui ont été faites à différents combattants de MMA, qui ont toutes été refusées, à part par Diakiz. Et dans ces demandes, il y a Patricio Pitbull, donc, qui est l'ancien champion, enfin qui est le champion poids plume Du et Bellator. des poids légers du Bellator, et aussi Volkanovski. Volkanovski qui a refusé justement de combattre contre Benoît Saint-Denis sur cette ADXC 4. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas combattre contre Benoît Saint-Denis? Est-ce que c'est un profil qui est peut-être trop compliqué au sol? Est-ce que c'est un terme d'image? Ou est-ce que c'est parce qu'en fait, ils ont tout simplement pas envie dans leur carrière aujourd'hui de combattre sur un événement de grappling? Ce que j'entends tout à fait. On ne le saura jamais. Par contre, c'est vrai que c'est des aveux. On préférerait voir ça. Un Volca, ça aurait été quelque chose, hein. Mais Là, je c'est peux mettre, trop. Hein? là, je peux mettre les 50 balles. Honnêtement, ça aurait été BSD de Saroukian, je mettais les 50 balles. Ouais, moi aussi, je pense que. Nique sa race, les pneus. On va marcher. Ça aurait été à découvert. On va marcher. Non, mais ouais, Volkanovski, ça aurait été quelque chose, hein. Maintenant, c'est des mecs qui gagnent extrêmement bien leur vie. Je pense pas que la DX, voilà, ça va pas te payer autant, c'est sûr. C'est un petit billet. Et puis, il est sur une défaite. Prendre un risque, alors c'est du grappling, hein, mais prendre un risque de reprendre une défaite dans l'inconscient collectif, tu es encore sur une défaite contre un mec qui est même pas, qui est classé, il est combien? Dixième? Benoît Saint-Denis?
Enfin, c'est pas encore une immense star. C'est un bon combattant en devenir dans la tête des gens. C'est un super prospect, mais c'est pas encore une immense star. Donc, c'est exposé quand même à des risques en termes d'image qui valent pas forcément le coup. Donc, je peux comprendre ce move-là. Même si c'est la caté du dessus, même si, effectivement, effectivement. Non, je comprends aussi, tu sais, enfin, il y a un moment, il faut être honnête aussi. Enfin, tu vois, quand tu tapes des profils aussi hauts que ça, tu peux, tu peux avoir la certitude qu'ils vont pas forcément accepter, en fait, Et de toute puis, les façon. gars, en plus, en fait, il habite en Australie, Volkanovski. 22 heures d'avion, tu te dis, peut-être pour prendre, je sais pas, moi, je sais pas, 5 000, 10 000. Laissez-moi tranquille. Non, franchement. Non, mais clairement, clairement. J'ai mes enfants, ma femme, elle vient d'accoucher, laissez-moi tranquille. Ouais, En puis c'est vrai. sympa, mais bon, tranquille, quoi. Ah ouais, c'est pas, j'habite pas à côté, hein. Plus aux infos, ils disent que c'est un endroit qui est plus risqué que la cage. Donc non. Et avec des serpents à trois têtes parce que l'Australie, c'est pas le pays le plus sécure, on va dire, qui existe. Mais eux, c'est pas la criminalité, c'est les animaux particuliers qu'il peut y avoir là-bas. On va pas se mentir. Euh, Grave. ah ouais, ouais, Crocodile Dundee. Donc ouais, non, c'est un peu compliqué. Mais oui, non, tu sais, tu vois Savoca qui est plus, tu sais, dans l'idée de se dire, putain, ils sont pas sérieux, ils ont pas accepté, tu sais, l'affrontement. Mais je pense que ouais, quand tu réfléchis 2 secondes, c'est justifié, quoi. C'est justifié. Ça, Ouais, non, ce qui aurait pu avoir du sens en grappe, ce que j'aurais aimé, c'était Pimblet, par exemple. Pimblet en grappe, j'aurais adoré. Ça aurait Ouais. été cool. Et tu vois, c'est Angleterre, c'est à côté. Pimblet, j'aurais adoré. Quitte à prendre quelqu'un de la caté du dessous, peut-être prendre un Topuria, mais bon, Topuria, c'est pareil. Non, Topuria, il est trop. Il est trop haut, mais tu vois, en termes de jiu-jitsu brésilien, ça colle. Ouais, ouais, mais il aurait dit non. Il aurait dit non. Non, non, il aurait dit non. Mais Et de mecs potentiellement qui auraient pu accepter, je pense qu'un Pimblet, tu lui proposes, potentiellement, ça peut le faire. ouais, ou même un Moïcano, tu vois, dans la caté. Ça, Ouais. c'est pas. Bon, après, Ferguson. venir de loin. Ferguson, bon, après Ferguson, sauf s'il s'affronte avec Oliveira, ce que je ne pense pas, mais bon, voilà. Mais Ferguson, ça aurait pu le faire aussi. Après, on ne sait pas parce qu'ils disent que visiblement, ils ont demandé à beaucoup de monde et que Ouais. a refusé. Tu vois, là, il cite ces deux noms-là, mais visiblement, il y a eu quand même pas mal de demandes. Donc, je ne sais pas après, je sais pas qui sont les autres personnes. Donc, Ouais. Non, mais après, c'est vrai, tu vois, tu prends 177 le combat. non, je crois que c'est au-dessus encore. C'est en Walter. Oui, 177. 77, ah oui, non, pardon, excuse-moi, j'étais sur 70. Non, c'est Ouais, bon. parce que j'allais dire, c'est vrai que Pimblet, il part de 95 kilos, donc est-ce qu'il va faire un cutting pour un combat de grappe? Oh, quoique sur la vidéo là que j'ai vu, Il est un peu moins gras que d'habitude. ouais, parce que Bah oui, il se prépare, hein. pour Manchester, donc il commence à descendre, je pense. Hmm. Donc ouais, non, je pense qu'il descendrait moins. Après, je pense qu'il pourrait être. Ouais, 77, non, je pense que 77, ça le ferait pour lui. Ça Hein. pourrait le faire, ouais. Bon, Ouais, écoute, on aura dit acquise. C'est comme ça. C'est pas le combat le plus hypant. un Diak, Euh, ouais. Je vois Benoît Saint-Denis assez facile sur ce combat. je le Mais vois aussi assez on facile. prend. Tu le vois hein, sur la vidéo, tu sens qu'il n'est pas du tout impressionné par l'événement. Attention à pas être dans l'excès inverse, par contre. Tu vois, il a conscience que c'est un combattant qui est dur, mais bon, c'est pas un mec, il n'est pas réputé pour son sol, quoi. Bref, on verra bien. On continue et on tourne une page de l'histoire du MMA avec la malheureuse mort de Art Jimerson qui est arrivée il y a pas longtemps, là, cette semaine. Tous les fans de la première heure se souviennent de Art Jimerson puisque c'est le combattant qui combattait justement de boxe anglaise, qui combattait justement dans la cage avec un gant de boxe et une main libre, son gant de boxe étant son point avant, son point du jab parce qu'en fait, il pensait que avec son seul jab, il pouvait tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un. Il garde ce gant Mais pas parce avec que son bras arrière. non, que le bras, parce que son jab, il était électrisant. Donc voilà, il a affronté Royce Gracie à l'époque lors du tournoi, dans les premiers tournois, qui s'était fait soumettre comme tous les autres, hein, de toute façon. Et donc voilà, il est mort à l'âge de 60 ans. Donc voilà, encore une fois, et encore une page, c'est jeune, hein, franchement c'est jeune. Encore une Ouais. page de notre sport qui se tourne. À la boxe anglaise, des coups dans la tête, c'est. Parce qu'il a quand même eu une grosse carrière en boxe anglaise, hein. Ouais, il a fait 33 victoires, 18 défaites et 17 KO sur ses 33 victoires. Donc Ouais.
Et il y a ce que tu viens de dire, il y a toute la mystique sur ces déclarations où il pensait tuer quelqu'un avec son jab, mais il y a aussi le fait qu'il avait un combat prévu, je crois, 2 semaines après, un gros combat en boxe anglaise. Donc je pense qu'il voulait pas se blesser. Pas se casser la main. L'histoire du gant, elle est plutôt là, je pense. Ouais, c'est fort possible, ouais. C'est fort possible. Mais quelle idée de faire l'UFC alors que tu as un gros combat. Ouais, Mais mais tu sais, à cette époque-là, ça revient avec le fait que tu te dis, je suis un top de la boxe anglaise, j'affronte un mec qui fait 80 kilos avec son petit kimono, je vais le rouster, quoi. Il n'y avait ouais. aucune prise au sérieux de Royce Gracie à cette époque-là. Bon, le gros avantage, c'est qu'avec Royce Gracie, bah, tu risquais pas trop de blessures, à moins que tu ne tapes pas sur. Ah, franchement, les clés, elles sont sales, hein. À cette Ouais, époque-là, tu te rappelles des vidéos? C'est limite, il casse, hein. Même tu tapes tant que l'arbitre, il n'arrête pas, il force de fou. ouais, bah, c'est normal, hein, parce Il que est mauvais en plus, Royce Gracie, hein. Ça se voit dans son regard. Les Gracie de cette époque, ils sont méchants. ouais, c'est ça. Mais parce Très qu'ils méchants. dans cette culture de domination, tu vois. Donc, je crois qu'ils étaient un peu matrixés. Hein. Ah Tu ouais, sais, non, non, c'est une secte, hein. Les mecs, tu sens vraiment, ils sont méchants. Elio Gracie, il forme tous ses enfants, Ah, petits-enfants c'est des tueurs. euh, dès le plus jeune âge, quoi. Mentalité tueur. Eh ouais. Ils combattent depuis toujours. Et puis, il n'y avait pas d'autre choix que de gagner. En fait, c'est juste ça. Il n'y avait pas d'autre choix que de gagner. Bah, Donc, pour le coup, oui, puisque en plus, à cette époque-là, c'est Rorion Gracie qui crée l'UFC. Donc c'est vraiment pour mettre en avant le jiu-jitsu brésilien. Donc un échec de Roy, c'est peut-être que ça prend pas l'ampleur que ça a pris le jiu-jitsu brésilien derrière. exactement. Et surtout qu'ils vendaient en plus le truc en disant que Royce n'était pas le plus fort, tu vois, Mm. de la Donc famille. voilà, En tout plus, reposait sur ses épaules. il n'est pas le plus fort de la famille. Tiens, je vous le donne comme ça. Allez, vas-y. Et il va vous montrer que même si c'est pas le plus fort, il va tous vous rouler dessus, tu vois. Donc, puisque le plus fort, c'était Erickson et j'ai perdu le nom, mais en fait, le vrai plus fort, c'est un des frères qui était mort dans un accident de parapente, si je me trompe pas, qui lui était vraiment le plus fort de tous les Gracie, quoi, à l'époque. Ah ouais, bah Julien, il va nous le dire. Julien va nous le dire. Donc ouais, j'ai plus le nom, bah, vous connaissez hein, les noms, puis surtout eux, les noms en plus de ça, Rainer, Moi, c'est Orion, que des R. Ron, enfin, c'est pas que des R, hein, Les frères. tout, ouais, Royce, Rickson, Royler, ouais, Royler, putain, et de. Attends, ouais, Ryan. Hmm, non, j'ai j'en ai pas d'autres. j'ai dire des conneries, j'ai inventé des noms. Oh merde. Euh, Attends, c'était en parapente, je crois. Je suis en En train de. parapente. Ouais. Parapente. Attends, j'ai tous les frères normalement. Sur tous les morts du monde. C'est tous les accidents de parapente, mais pas le. Bon, bref. Bref, ouais. Il y a Louis Pongo, tu sais. Non. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. On passe à autre chose. On passe à la question auditeur. Donc, justement, qui est en rapport avec le jiu-jitsu brésilien, c'est Femto1432 qui nous a posé une question qui dit: Pourriez-vous nous donner un petit récap des meilleurs athlètes de jiu-jitsu brésilien, pur jiu-jitsu brésilien de tous les temps? Donc, vaste question parce qu'il y en a 1 million. Là, je vais faire du name dropping. On va pas Ah se bah pour les gens qui suivent, il y en a 1 million. Moi personnellement, j'ai jamais. Quand on dit jiu-jitsu brésilien, il parle de kimono. déjà. Bah, J'ai jamais regardé le kimono. est-ce que c'est kimono? Est-ce que c'est jiu-jitsu brésilien gi-no-gi? Parce que dans ce cas-là, tu peux rajouter d'autres têtes, tu sais, comme bah, les classiques, hein, Gordon Ryan, Gary Tonon, enfin, tu vois, tous ces mecs-là, Ah, basés sur vraiment le jiu-jitsu brésilien, on va dire, enfin, tu sais, on va dire les prémices, tu vois, enfin, en tout cas, hum. les noms, de mecs qui ont fait les deux disciplines, enfin, les deux disciplines, qui ne sont pas les deux disciplines, En même tout cas, si, moi, tu as vous dit, aurez les noms que je vais donner, c'est des noms d'un mec qui ne regarde pas ce sport. Ça veut dire que c'est des noms qui ont dépassé ce sport. Tu vois, ils sont venus jusqu'à moi, ces noms. Je les connais parce que c'est des gros stars. Toi, après, ça va être plus précis. T'en as bah, vas-y, plus. commence dans ce cas-là. Euh, Roger Gracie. Ouais, il Roger y est. Gracie, old school, jeu simple, trop fort. Jacare. Ouais, il y est.
Il y est aussi. Jacare, son combat contre Roger Gracie où il se fait péter le bras. Tu vois, ça, c'est un combat que j'ai vu et qui fait partie de l'histoire. Et pourtant, je regarde pas le Kim. Qui d'autre? Marcelo. Ouais, Marcelo Garcia. Braulio Estima. ouais. Il y est, dans ma liste. Galvao. Ouais. Moi, c'est à peu près tout, hein. En kimono, ça peut. Non, les frères Mendez, évidemment. Igor Mendes. Du grand Mendez. Alors, Galvao, André. André Galvao. Oui, Ouais. Parce que tu pourrais rajouter aujourd'hui Mika Galvao aussi. oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Non, non, André, ouais. ouais, moi, bah, si je fais du name dropping, hein, Marcelo Garcia, bah, tu sais, ça va être des noms, des noms. Alors, voilà. En fait, l'idée, c'est pas de vous expliquer le pourquoi du comment sur chaque combattant, parce que sinon, on fait un double podcast de 4h30. En fait, il faut comprendre qu'il y a tellement de KT, il y a tellement de champions du monde, etc., que c'est Ouais. difficile de. Ça va dépendre du style que vous aimez, de ce que vous recherchez dans les combats. Donc, si vous êtes passionné de JB, avec tous les noms qu'il dit, tapez sur YouTube, regardez les combats et Ça voilà. dépend du gabarit, ça dépend de ce que vous recherchez, ça dépend du style que vous avez, du style que vous recherchez, du style que vous aimez, ça dépend de plein de choses. Donc, en fait, je cite plein de noms qui sont connus, qu'on fait les grandes lignes de l'histoire du jiu-jitsu brésilien. Maintenant, à vous d'aller, ouais, effectivement, de les noter, de les regarder et de voir ce qui vous plaît ou pas, quoi. Mais Marcelo Garcia, effectivement, on peut le citer, c'est le premier qu'on peut citer, hein, tu sais, c'est avec Gordon Ryan, il y a le débat du GOAT entre les deux. Tereré, parce que Marcelo Garcia, Tereré, bah, les deux se sont affrontés. Tereré a battu Marcelo Garcia. Tereré, il n'y avait pas une histoire où il était arrêté, il était à Guantanamo à un moment? Ah, il y a des histoires de ouf sur lui. Moi, quand j'avais Et fait le il est devenu fou. Il a pété les plombs un peu. ouais, même si là, visiblement, ça va mieux, mais il y a une période de sa vie où effectivement, ça a été assez sombre. J'avais entendu une histoire comme ça, mais il y a longtemps, quand j'ai commencé, hein. Bah, justement, il avait fait un stage à la Z-Team. J'y avais été à ce stage. Très intéressant ce stage, mais c'est vrai qu'il était Il chez était Pep. un peu perché. Mais là, visiblement, il est de nouveau sur de bons rails. D'ailleurs, il y a Anna, Anina, j'ai pas son nom de famille là, qui est diététicienne, qui fait un partenariat là, j'ai vu ça, avec l'équipe Tereré au Brésil, avec les jeunes et tout ça, où ils offrent des packaging, des kimonos, des trucs, des machins. Enfin, tu vois, il y a tout un truc qui est en train de se mettre en place avec elle là-bas. Donc c'est intéressant. Allez voir sur son Instagram, elle en parle beaucoup plus. Et franchement, c'est pas mal. Jacare, Mhm. Cobrinha. Cobrinha, tu sais, tu parlais des Mendes. Moi, je citerais plus Rafael Mendes d'ailleurs que son frère. Si vraiment on est sur l'élite, le top du top, donc Rafael Mendes, Cobrinha, tu vois, la guerre entre les deux, ça a toujours été. Rodolfo Vieira, Bouchécha, Leandro Lo, paix à Ah son oui, âme. Rodolfo Vieira. Eh ouais, Rodolfo Vieira. Bouchécha, Leandro Lo, Roger Grassi, effectivement. Toujours dans la famille Grassi, Kron Grassi, tu vois, qui était, quand il est venu, il est revenu au Jiu-Jitsu brésilien parce qu'il avait fait du skate et quand à la mort de son frère, il est venu, il a repris la compétition et c'était pas de X-Guard, en fait, pas de fioriture, que du Jiu-Jitsu basique et Old gagné grâce. school. Donc, Kron Gracie, Bruno Malfacine, 10 fois champion du monde, enfin, tu vois, un tueur à gages. Si vous aimez les mecs qui sautent dans tous les sens et tout ça, Bruno Malfacine, c'est magnifique. Mario Reis, Caio Terra. Caio Terra, bah, d'ailleurs, en voyant Caio Terra, je ne l'ai pas noté, mais je pourrais mettre Muzumeshi, qui est son coach, Oui, enfin, Musumeshi, c'est un tueur. qui est le coach de Muzumeshi. Lucas Lepri, Polo Miao, enfin même les frères Miao, Robson Moura, Otavio Souza, Léo Vieira, Victor Ribeiro, Claudio Calassan, Alexandre Ribeiro, donc les frères Ribeiro, là justement. André Galvao, mais ça peut être Mika Galvao, ça peut être Diogo Reis, tu vois. Enfin, il y en a plein. Après, là, je vais rester sur les anciens. Tu vois, la nouvelle génération actuelle, on va peut-être en parler. Romulo Barral, gros nom. Paul Ribeiro, Braulio Estima, Fabio Gurgel, pardon. Rafael Lovato Junior, Bernardo Faria, c'est lui qui met enfin, qui a créé BJJ Fanatics, par exemple. Ouais. Voilà, élève de Marcelo. Verdum, Verdum en jiu-jitsu brésilien aussi, tu sais, chez les lourds, c'est quelque chose. Et après, chez les féminines, on a Bia Mesquita, on a Michelle Nicolini, on a Gabi Garcia, on a Kira Grassi, Mackenzie Dern, Luisa Montero. Tu vois, voilà, je peux m'arrêter là. Ça fait déjà presque une quarantaine de noms, ce qui est déjà pas mal.
Mais voilà, les gens qui ont marqué l'histoire du jiu-jitsu brésilien, ils sont là. Ils sont vraiment dans ces noms-là. Ça a fait les plus belles oppositions, mais il y en a d'autres encore, hein. Il y en a d'autres. Putain, il y en a plein que j'ai oubliés. Je le sais qu'il y en a plein que j'ai oubliés qui me reviennent pas comme ça, mais dans les premières années du jiu-jitsu brésilien, comment il s'appelait déjà? Oh putain. Bref, c'est pas grave, ça Il y en a reviendra. trop, il y en a trop. Il y en a trop. Par contre, si vous remarquez, j'ai pas cité, par exemple, Rickson Gracie, j'ai pas cité Royce Gracie, j'ai pas cité tous ces mecs-là parce que tout simplement, en fait, dans les compétitions de jiu-jitsu brésilien, c'est pas là qu'ils ont le plus brillé. IBJF et tout ça, ils étaient plus dans le MMA à cette Mais époque-là. leur style, de toute façon, le JJB à cette époque incluait des frappes. Oui, C'était donc vraiment un style, c'était du valet tout dos. là, on est sur le pur jiu-jitsu, des gens qui ont brillé en compétition de jiu-jitsu. Tu vois, donc même s'il y en a qui ont fait du MMA à côté, aujourd'hui, tu vois, les mecs qu'on cite ici, là, c'est des mecs qui aujourd'hui sont aussi parmi les meilleurs coachs, tu vois, du game. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'extension pour devenir aussi de très bons coachs. Tu vois, on parlait de Caio Terra, excellent coach. Marcelo Garcia, excellent coach. Tu vois, qui a sorti des champions derrière, tu vois. Les Cobrinha, frères Mendes. Mendes aussi. Qui y a d'autres encore qui a sorti des champions? Roger Gracie. Tu vois, Gurgel, tu vois, les frères Ribeiro, tu vois, Brolio Estima qui était en stage d'ailleurs à la Gracie Barra là, cette semaine, la Gracie Barra Paris. Donc voilà, c'est des mecs qu'on sorti après derrière des champions, tu vois. J'avais fait un stage avec Robson Moura, une pépite technique. J'ai fait un stage avec Rodolfo Vieira, donc bon, Rodolfo Vieira est très très bon techniquement aussi, tu vois, mais plus. Ah, attends, putain, mais j'oublie alors. Mais oui. Si tu. De la Riva, tu vois, Ricardo de la Riva aussi, tu vois. En fait, il y en a tellement, ça peut revenir à chaque fois, mais ça peut être aussi. Comment il s'appelle? Oh là là, j'ai un trou de mémoire. GF Team, je fais partie de la GF Team, c'est honteux. Euh, Surtout, pète pas. GF Ah Team. bah, je connais pas, hein. Mais si, Je peux pas t'aider, hein. on a GF Team. Oh là là, je suis en train de faire un bug de ouf. Euh, euh, Attends, Il y a trop de noms pour moi, là. Julio César. Julio César. Je connais pas. Bah, le patron de la GF Team, Julio Je César. connais pas. Eh ben voilà. Ouais, c'est vrai, en plus, je viens de taper GF Team, c'est le premier nom qui sort. Ah, c'est normal, c'est lui qui l'a Ouais. créé. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça, tu vois, Julio César, effectivement. Mais tu vois, si tu prends juste les noms, tu vois, là, je viens de taper sur Wikipédia, tu vois, Julio César, tu vois, Ricardo Evangelista, Jaime Canuto, Dante Leon, tu vois. En fait, c'est dur. C'est une question qui est dure parce que t'as pas de vraie réponse. T'as pas de vraie réponse. C'est-à-dire que tu as vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui performent. Maintenant, ceux que j'ai cités là, c'est quand même les GOAT, entre guillemets. Enfin, ça fait beaucoup de GOAT, tu me diras. Ouais, Mais ça fait énormément de gouttes, là. c'est énormément de GOAT. Non, en tout cas, les vrais gros noms qui ont le plus performé en compétition, c'est ces personnes-là. C'est les premiers noms que j'ai cités. Le problème, c'est que voilà, j'ai cité, c'est des catégories différentes, en fait, tout simplement. Après, c'est ça aussi derrière. C'est que tu viens les compter sur d'autres catégories. Maintenant, s'il y a d'autres noms qui vous viennent, hein, n'hésitez pas à les citer. J'en ai peut-être oublié, j'en ai sûrement oublié, mais voilà, c'est des mecs qui ont révolutionné le style aussi, tu sais. Tu peux citer Keenan Cornelius, Ouais, j'y qui a, pensais aussi, Kenan Cornelius. qui a inventé tellement de techniques. Enfin, tu vois, enfin, voilà, t'as tellement de personnes comme ça qui ont fait les belles heures et qui continuent à faire les belles heures du jiu-jitsu brésilien. Philippe Pena, enfin, tu vois, tous ces mecs-là. En C'est gros, infini. infini. Il y en a trop. Il y en a trop. Mais c'est la preuve que le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport à part. C'est-à-dire que tout le monde a sa place, entre guillemets. Enfin, tu vois, quand je dis tout le monde a sa place, c'est que tout le monde peut devenir un nom, tout le monde peut performer. C'est pas comme le MMA où tu as un système de classement. Là, quand tu fais une compétition, en fait, tu vas affronter tout le monde. À chaque compétition, et tu as des compétitions presque toutes les semaines, chaque compétition, tu affrontes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. C'est ça. Donc, il y a un roulement de fou et t'as vraiment l'élite, mais Et puis en fonction du tirage au sort, en fonction, il y a plein de choses qui rentrent en compte, tu vois, pour gagner. C'est pas pareil, c'est un tournoi. C'est comme le judo, en fait. Ce qui fait que c'est encore plus impressionnant quand tu demeures invaincu en JJB pendant longtemps. ouais. Non, non, t'as plein de choses t'as plein de gens que tu peux mettre en avant. T'as plein de gens que tu peux mettre en avant. Après, si tu dois mettre les gens que tu mets en avant qui ont formé aussi des mecs, tu vois, qui ont eu un impact en tant que combattant et en tant que coach, je mettrais Marcelo Garcia, Tereré, Cobrinha, Rafael Mendes, Roger Gracie.
Caio Terra, tu vois. Pour être sûr, Léo Vieira aussi, tu sais, en tant que coach. Les frères Ribeiro. Ouais, tout le monde, quoi. Non, 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 mais vraiment. Le mec veut diminuer la liste, mais à chaque fois qu'il recommence, il a grossi. Non, 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 je grossis pas. Non, non, c'est Gurgel, tu vois. Tu vois, mais attends, parce que justement, là, je picore comme ça, tu vois. Tu vois, je picore comme ça. Les gars, Marcelo Garcia, Jacare, Roger Grassi, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. C'est vrai que c'est déjà très bien. Non, non, mais allez-y, avec tout ça, là, vous allez trouver votre. Si vous voulez regarder des beaux combats, vous regardez un peu toutes ces personnes-là, vous allez tomber en fonction de, je vous dis, si vous cherchez des lourds, Boucher-Chat, si vous cherchez des moins lourds, Garcia, si vous cherchez des encore moins lourds, Mendes, si vous cherchez. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Encore moins lourd, Muzumeshi, tu vois. C'est à vous de voir ce qui vous plaît. C'est une bonne question, mais qui n'a pas vraiment de réponse. C'est ça le Ouais, truc. c'est Mais ça. par contre, envoyer, tu sais, à des noms que, tu vois, ça me donne envie J'avais de presque oublié. pas Ça donne oublier. envie. Ouais, mais c'était sorti de ta tête, quoi. Voilà. Et là, ça me donne envie de revoir quelques combats, tu vois. De sortir de la culture de l'instant pour me replonger dans des combats à l'ancienne. Tu vois, tu parlais du combat de Jacare contre Roger Gracie, tu vois, ça donne envie de se remater ce combat-là. Ouais, bah, c'est un combat qui reste en tête, hein. Moi, je revois la fin du combat. Dans ma tête, j'ai exactement la fin, quand il sort du jujit avec le bras cassé et qu'il essaye de conserver la distance avec son autre bras, il a le bras plié. il le met dans sa ceinture. Ouais, Sa ceinture. Non, mais même revoir Marcelo Garcia contre un Tereré, tu vois. Tu vois, c'est des combats comme ça ouais, que j'ai envie de revoir. Ça me donne envie. Tu vois, c'est une question qui m'a rendu plus nostalgique que de, tu vois, de pouvoir apporter des réponses sur cette question, quoi. Une réponse claire et simple. Bref, en tout cas, à vous de jouer. Faites chauffer YouTube et puis ça se passera bien. Bah voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Un petit mot de la fin, là, tu sais, qui pourrait nous permettre tu sais, que vous pourriez mettre en commentaire. Qu'est-ce qu'on met? Haters. pourquoi Allez, pas. j'aime les haters. J'aime les haters. Ah non, on t'a traité de caniche. Moi, j'aurais dit waf, comme ta réponse. Ah, c'est vrai, Un, on peut. un petit waf. Un petit waf. Allez, mettez-nous un petit waf en commentaire si jamais vous avez été au bout du podcast. C'est vrai. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En tout cas, commentez, likez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Le lien Tipeee en description. J'ai toujours pas reçu la casquette. Je vous avais dit là, le test casquette qu'on a fait sur Printful qui n'est toujours pas arrivé, mais parce qu'en fait, j'attendais un mail de leur part et ce mail n'est jamais venu. Je suis allé sur le site et j'ai vu qu'en fait, ils attendaient mon aval sur l'utilisation du visuel, qui est pas mal du tout d'ailleurs, hein, en Ouais. noir et blanc. Ça là, il est pas mal. Donc je l'ai validé, je devrais la recevoir vers le 20-21 mai, donc ça devrait arriver normalement. Donc je ferai dès que je l'aurai, de toute façon, je ferai un podcast avec. Comme ça, vous la verrez directement. Et puis si ça passe, on verra pour comment commercialiser ça tranquillement. Ça sera plus simple, ça sera du print on demand, donc ça sera plus simple. En tout cas, en attendant, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.